Nous sommes très heureux de vous proposer la conférence que nous avons vécue le 3 juin 2021 lors de la journée technique des Journées paysannes de l'Oise. Dans cette vidéo, Sébastien Romégous explique le fonctionnement d'un sol dans l'objectif d'activer au maximum sa fertilité biologique. Dans une deuxième vidéo, Grégoire Lotte, chez qui nous étions, présente sa ferme. Bonne écoute! Merci à tous, je suis très content d'être ici. Donc c'est un plaisir de revenir sur cette ferme et puis aussi d'aborder ce sujet qui est le sol. On va passer une belle journée puisque voilà, l'idée c'est que ce matin je puisse vous donner en tout cas moi ma vision de comment un sol doit fonctionner et où on doit aller. Comme l'a dit Jean-Yves, on n'est pas là, il n'y a pas un sachant et des gens qui apprennent, on a une collaboration ensemble aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que cet après-midi, on pourra mettre en regard de ce qu'on a discuté ce matin, le terrain. Et qu'est-ce qu'on observe sur le terrain? Tu as déjà dit des choses assez intéressantes, reprise en masse de l'ancien horizon travaillé, etc. On n'est pas dans juste le meilleur des mondes, il y a des choses à gérer. Il y a le principe de réalité, mais l'idée c'est qu'on puisse au travers de cette journée, que vous puissiez tous et toutes avoir un niveau de base de compréhension des sols et de l'effet des pratiques sur ces sols. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle finalement de capital sol. Un capital, c'est quelque chose qu'on entretient, c'est quelque chose qui donne finalement du retour sur investissement, des intérêts. Comment alimenter ce capital, comment travailler sur ce capital dans toutes ses dimensions. On parle de fertilité physique, on parle de fertilité chimique, mais on va parler beaucoup aujourd'hui de fertilité biologique. Et on va voir comment la biologie peut être ou doit être, ou est peut-être le seul driver d'un sol qui fonctionne bien sur le long terme. Donc on va travailler autour de toutes ces notions. Sous des objectifs sur les bases du sol, vous les aurez aujourd'hui. La question du lien nutrition-santé des sols et comment je mets en route la machine de fertilité naturelle des sols, vous aurez les éléments. Savoir comment gérer le risque et finalement la question du risque, c'est quand je phase le changement et d'avoir en conscience effectivement que le rapport de performance d'une agriculture et d'une autre, on peut les comparer, on peut avoir les mêmes critères, mais des fois il faut avoir des critères différents ou ajouter d'autres critères pour être satisfait ou insatisfait d'un certain résultat. Donc on verra tout ça et puis on ne se masquera pas sur, en tous les cas, les problématiques. Ceci dit, dans cette première partie, il va falloir, au-delà de la performance rendement-qualité, se poser un certain nombre de questions sur comment marche un sol, entre guillemets, en théorie. Alors quand je dis en théorie, ce n'est pas une théorie qui sort de nulle part, c'est une théorie aujourd'hui qui est assise, on sait comment marche un sol. Donc moi, sur ce matin, il va vraiment falloir qu'on rentre dans ce détail-là et que vous compreniez, à l'issue de cette présentation, vraiment les fondamentaux du fonctionnement du sol. Je vais me présenter très brièvement, vas-y. Voilà, donc moi j'ai monté, je suis cofondateur et co-dirigeant de deux entreprises, le Centre de développement de l'agroécologie et Biosphère. Le Centre de développement de l'agroécologie, on travaille vraiment, on est spécialiste de la transition agroécologique, c'est-à-dire qu'en gros, on travaille avec tous les acteurs des filières et on met en place des processus de transition. Comment en 4 ans ou 5 ans je passe le cap, que je sois agriculteur, ou que je sois LVMH ou Pernod Ricard. Je travaille également sur l'autre bout de la chaîne avec des grands industriels pour mettre en place ces pratiques. Donc par exemple la semaine dernière, on était avec Pernod Ricard, on fait toute la transition de leur vignoble, donc Moum, Perrier, Jouette et Martel, et on travaille sur l'implantation de couverts, tout un tas de choses, en collaboration aussi avec l'écosystème. Par exemple en Champagne, il y a des associations qui se sont montées récemment avec des gens très compétents, on travaille en collaboration. Et nous, notre modèle de transition est toujours basé sur un lien intime avec le terrain, parce que notre conviction c'est qu'on ne peut pas stabiliser des itinéraires techniques sans les agriculteurs. Donc les sols vivants, on va rentrer dans la mécanique. Personnellement, moi je suis aussi fils d'agriculteur, mais vous avez rigolé, mon grand-père a été un pionnier de la monoculture de tomates hors sol. Voilà. Donc on a 10 hectares de multichapelles dans le sud de la France. Il a commencé dans la ceinture verte de Marseille en plein sol diversifié. Il a fini en monoculture hors sol. Et puis moi, je rachète le karma familial. Ça donne beaucoup de travail. Et donc voilà, ça fait 10 ans que je travaille sur les sols. Mais c'est assez intéressant parce que sur l'exploitation familiale, en fait, on est repassé en bio plein sol il y a à peu près 10 ans. Et il y a eu une mutation du milieu qui est assez fabuleuse et même une mutation psychologique dans la façon de produire. Voilà. Alors, on a ici quelque chose qui, moi, m'a marqué beaucoup au démarrage. J'ai deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est celle-ci. C'est quand on commence à regarder un sol ici plutôt
qui a suivi son cours naturel en bord de parcelle et une parcelle en agriculture céréalière, engrais minéraux stricts, hein, pas de retour de fumure de type élevage, etc. On va observer un certain nombre de différences sur des critères que moi je considère être des critères agronomiques intéressants. Premier critère, bon, la matière organique, hein, on va pas, voilà, c'est un critère important. La porosité. Le sol a besoin d'avoir des échanges gazeux qui fonctionnent bien, hein, donc avec l'atmosphère. Donc la porosité, le pourcentage d'espace vide, j'ai souvent tendance à dire qu'il faut qu'un sol ait au moins 50% d'espace vide, hein, sous vos pieds. Quand vous marchez sur la parcelle, il faut qu'il y ait 50% de vide, et c'est comme ça que ça doit se faire. Si vous en avez moins, c'est que en tout cas, il y a quelque chose qui peut mal fonctionner. La réserve utile. Et puis la CEC, donc réserve utile, capacité à retenir l'eau, la relarguer. La CEC, le frigo de votre sol. Est-ce que vous avez un frigo de camping-car ou est-ce que vous avez un frigo américain? Bon. Et donc ici, par exemple, si on regarde ces deux analyses de sol, sur la parcelle non cultivée à la bordure, donc là c'est toute chose égale par ailleurs, en tous les cas sur le pédoclimat de base, on s'aperçoit que la matière organique a été divisée par 2, premier phénomène. La porosité a décroché d'une quinzaine de %. La réserve utile a décroché de 20 mm. Alors 20 mm, hein, c'est sûr qu'en période de pleine pousse, ça ne vous fait pas 30 jours de pousse, hein, mais ça reste 20 mm. Et puis dans le frigo du sol, alors déjà ici 70 milliéquivalents, c'est déjà pas un frigo, hein, c'est plutôt un frigo de camping-car qu'un frigo américain. Et on vient de décrocher et on passe, finalement on décroche de 25-30% pour arriver vers une capacité à retenir les éléments nutritifs qui est moindre. Donc ça c'est un premier phénomène qui moi m'a toujours beaucoup questionné. Alors ça questionne assez peu finalement à l'époque certains de mes collègues, mais moi ça me questionne beaucoup parce que en fait ça vient nous questionner sur qu'est-ce qu'un système de culture et quel est le résultat qu'il produit. Et ça vient questionner notre responsabilité quand on monte un système de culture. Un système c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un ensemble de paramètres qui agissent et qui produisent un résultat. Voilà, vous prenez une horloge, ben c'est un système qui donne l'heure, c'est pas l'aiguille, c'est pas le machin qui est le plus important, c'est le système complet qui vous permet de donner l'heure. Et donc un système de culture, c'est toutes vos pratiques, vos rotations, etc. À quoi ça aboutit en matière d'environnement et en matière de finalement qualité agronomique des sols long terme. Donc en fait, un système de culture vient impacter le long terme. Et souvent le court terme, on a du mal à l'appréhender. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure en disant, ben, on compense peut-être une faiblesse de fertilité des sols en appliquant plus d'énergie, finalement, mécanique dans les sols. Et on va petit à petit, en plus, se rendre compte que c'est de toute façon qu'une affaire d'énergie. Quand j'ai peu d'énergie dans les sols, je vais devoir compenser avec de l'énergie externe que je viens lui appliquer pour compenser un fonctionnement qui est délétère. Et donc, moi ça me questionne parce que si on continue avec ce type de système, est-ce que vous pensez qu'on va inverser la tendance? C'est-à-dire qu'entre guillemets, on a un potentiel, on arrive à ça après X années de pratique. Est-ce qu'à votre avis, si on reste pareil, on va continuer encore à dégrader ou est-ce qu'on va inverser la tendance? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Alors ce palier, il correspond à quoi? Ouais. Alors le palier ici, est-ce que c'est le même que le palier à Perpignan? Et le palier à Perpignan, il est comment? Plus bas ou plus haut qu'ici? Il est plus au sud déjà, ça c'est pas mal. Pourquoi il serait plus haut? Parce que l'énergie est du sol. Ouais, enfin, si c'est le même système, l'énergie qui vient du soleil, elle a du mal à pénétrer dans le sol. Parce que si je parle à isosystème, hein, je parle. En fait, ton palier c'est quoi? Effectivement, c'est quoi le palier de matière organique le plus bas ici? Il est lié finalement à une minéralisation qui est liée à votre climat, à votre machin et à votre typologie de sol. Moi, en fait, ça fait 3-4 ans que je travaille en Espagne, notamment au sud de l'Espagne. Et en fait, l'Espagne m'a enseigné énormément de choses. C'est-à-dire qu'au sud de l'Espagne, vous avez des sols à 0,3% de matière organique. Quelque chose que vous ne pouvez pas avoir sur le bassin parisien. Parce qu'en fait, vous avez de l'eau, vous avez du machin, etc. Vous avez des systèmes où en fait, vous produisez encore un peu de biomasse et vous avez un palier, finalement, une moyenne base, un plancher de matière organique et d'activité qui va être dû à votre pédoclimat. Mais si demain, avec le changement climatique, vous perdez de l'eau et vous augmentez l'évapotranspiration et vous augmentez la chaleur, vous allez descendre encore le palier. En fait, tout ça est lié à ça. Et on garde la remarque qui a été dit, l'énergie du soleil, on va y revenir. Voilà, donc en gros, la question du système de culture, effectivement, on peut arriver à un plancher plus ou moins bas en fonction de votre pédoclimat, mais ça veut dire qu'en fait, à un moment donné,
vous allez devoir inverser un certain nombre de choses ou changer un certain nombre de choses si, dans votre cas, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, vous en êtes là et vous voulez revenir dans cette reconquête. Cette reconquête, vous voyez qu'elle est de pleine nature. Il y a la question de la matière organique, il y a la question de la porosité, et peut-être pas que de la macro-porosité qu'on fabrique avec les machines, mais peut-être d'une autre forme de porosité, on va en parler. La question du stockage de l'eau. Mais si j'ai plus de porosité, et si je stocke plus d'eau, finalement, au global, j'ai plus de surface de contact dans mon sol et j'ai des interfaces qui se multiplient. Et en fait, ce n'est pas parce que là, j'ai quelques paramètres qui changent. Peut-être que dans le fonctionnement de mon sol, plus de porosité et plus de stockage en eau, ça démultiplie ce que le sol va pouvoir fournir derrière. Et puis, la question du frigo du sol. Et donc, au final, revenir vers ça va demander un certain nombre de changements. Donc, là, on voit du changement avec l'analyse de sol. Je commence par ça parce que c'est scientifique, tout ça. Sinon, après, on va dire qu'on raconte des fariboles. Maintenant, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut observer ça sans analyse? C'est-à-dire, directement, je prends ma bêche, je vais mettre un coup dans la bordure, un coup dans ma parcelle. Est-ce que j'observe des différences? Tu peux passer. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Reviens, voilà, c'est trop tard. Tiens, il m'a cassé mon effet, tu te rendais compte? Donc, en fait, vous avez ici le bord de champ, une prairie temporaire en rotation avec des parcelles de culture. Et les trois sites, c'est 3 mètres hein, l'un de l'autre. Donc, on ne peut pas dire que c'est différent. Tu peux passer, s'il te plaît, merci beaucoup. Voilà ce qu'on observe. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Allez-y, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, donc la couleur change. La porosité. Il semblerait y avoir une porosité, alors on va le voir tout à l'heure, supérieure sur la gauche. Qu'est-ce que vous avez d'autre? On n'arrive pas à faire la même motte. On n'arrive pas à faire la même motte. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici on en a arraché bien plus. C'est étonnant quand même parce que là il y a une prairie temporaire. Là. Comment ça se fait qu'avec la prairie temporaire, alors que finalement c'est pareil, c'est une tape racinaire, etc. J'ai pas un aspect similaire à votre avis? Quand on parle de système de culture, est-ce que parce que vous mettez 2 ans de prairie, par rapport à l'effet d'un système sur 20 ans, vous allez avoir quelque chose de fondamentalement différent? Non. La résultante de l'état de votre sol, c'est finalement l'effet, le coproduit de votre système de culture. C'est-à-dire que c'est la rotation avec des prairies temporaires et les cultures où on va avoir du travail du sol ou pas, où on va avoir des engrais ou pas, où on va avoir des phytos ou pas, et puis le régime aussi de biomasse restituée au sol qui va résulter soit en ça, soit en ça. Et on voit bien que ce n'est pas parce que je mets une prairie temporaire que je viens régénérer, même pendant 2 ans. Voilà, bon, on est sur une prairie de 18 mois, enfin, c'est des choses assez classiques, entre 2 maïs, mais on se retrouve quand même avec un sol qui semble avoir un front de dégradation assez net. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que oui, on peut faire des analyses de sol et du travail scientifique, mais soi-même, moi j'aime bien revenir vers une sorte d'agronomie un peu artisanale. Hein. Si on doit toujours passer avec un logiciel, un algorithme ou je ne sais quel chercheur, on ne s'en sort pas. Est-ce que soi-même, en direct, on peut sentir les choses? Ben là, avec une simple bêche, on s'aperçoit quand même qu'entre le potentiel et où j'en suis aujourd'hui, j'ai un décalage. Donc ça veut dire que moi, dans ma région, je peux avoir ce type. La question fondamentale qu'on peut se poser, c'est est-ce que je peux avoir ce type de sol alors même que je cultive? C'est une question un peu fondamentale. Tu peux passer? Donc voilà, si on commence à casser la bêche, ce qu'on obtient. Vous avez ici, sur le bord de champ, finalement un sol très poreux. Et ici, bah, même sous la prairie, on a des fronts de compaction. Dès que vous avez des arêtes et des surfaces planes dans un sol, c'est synonyme d'une compaction. Moi, j'aimerais qu'on commence à explorer ces différences. Pourquoi, à votre avis, on a autant de différences entre ces deux milieux? Alors déjà, on a une application hein, de poids ici que je n'ai pas là. Donc forcément que si je passe une roue ici, j'aurai un aspect différent demain, hein, quelle que soit d'ailleurs la matière organique ou que sais-je. Première chose. Ensuite. Non-perturbation du sol à gauche. Alors par quoi? Enfin, quand on dit perturbation ou non-perturbation, qu'est-ce que tu vois? Travail du sol. Ouais, donc ici, en fait, j'ai pas fait l'investigation complète là sur ce truc-là, mais grosso modo, le plancher que vous avez là, il est systématique. On est sur un sol limoneuvrant, très sensible, et donc derrière, en fait, j'ai ma semelle de lissage qui est toujours au même endroit, que ce soit sur prairie ou que ça soit ailleurs. Donc effectivement, le travail mécanique vient appliquer un certain nombre de dégradations, et moi ce que j'aime bien, je dis souvent qu'un sol qui fonctionne bien, c'est un sol qui a une bonne connexion entre la surface et la profondeur.
Donc dès que je commence à avoir des espaces de rupture qui empêchent ma plante de venir explorer convenablement mon potentiel et la profondeur de mon sol, je commence à gréver mon potentiel agronomique. Donc après la question c'est pas de dire le travail du sol ou les phytos, je sais pas quoi, c'est bien ou mal. Moi il faut sortir de ce manichéisme. La question c'est est-ce que ce que je fais fonctionne sur le long terme ou fonctionne pas. Là ici on voit que on a quand même un plancher qui vient me poser un certain nombre de questions. Est-ce que le rapport coût-bénéfice de passer cet outil ou pas est bon ou pas? C'est ça qu'on va explorer ensemble. Ok, quoi d'autre? Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir les populations de vers de terre. Ah ouais, ça n'a pas été fait, mais on pourra, en tout cas, on a assez de références scientifiques aujourd'hui pour savoir quel est le décalage. Bah tiens, c'est intéressant. Ça serait quoi, toi, dans tes références, entre un sol plutôt avec cet aspect-là, et imaginons que ça c'est une parcelle agricole à côté, ça serait quoi le décalage, le delta de l'ombré? Là, c'est du simple au double, parce qu'on est aux environs de 3000 tonnes sur... 3000 kilos 3000 kilos. Oui, c'est 3000 tonnes de vers de terre, ça va commencer. Quelques centaines à côté. Ce serait ça, 3 tonnes de lombric ici, et ici plutôt 500 kilos ou... Ouais, ou une tonne. Alors on verra. Moi j'ai d'autres références, on en parlera tout à l'heure, mais grosso modo c'est effectivement ça. On peut aller du simple au triple ou du simple au quadruple. Ok. Et là c'est du labour ou c'est du... Alors là c'est typiquement un agriculteur qui est, j'appelle ça un surinterventionniste. C'est-à-dire qu'en fait on arrive, tu vois, des fois quand on sous-intervient on fabrique des problèmes. Mais alors quand on surintervient, en plus je fabrique des problèmes mais je dépense de l'argent, du gasoil et je m'emmerde pour rien. Et c'est typiquement le cas. C'est je vais faire un labour d'hiver, puis en fait comme j'ai un sol limoneux et que je ne veux pas accepter qu'il faut que je travaille au dernier moment, mais il y a tout qui se recompacte, donc je refais quasiment 2 ou 3 passages pour pouvoir implanter derrière, et donc je me retrouve dans un milieu, en fait ces semelles-là elles sont dues que parce que aussi elles sont intenses parce que sur intervention avec des outils toujours les mêmes, toujours à la même profondeur. Donc on est typiquement dans le cas effectivement de voilà, labour, beaucoup de herses rotatives, etc. Donc on est typiquement dans le milieu où on y va, quoi. Là on applique là on met de l'énergie. Hein. Ok. Bon, on a cité un peu les choses, mais vous n'avez pas cité quand même le principal. Qu'est-ce qui fait que là c'est plus noir, ça a l'air de mieux tenir l'eau, etc. Ouais, mais là il y en a des racines aussi. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de racines? Il est bien implanté, mon raigra. Quantité de carbone. Hein? Quantité de carbone, ok. Donc là on a sans doute plus de carbone, donc plus de matière organique, mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que là je me retrouve avec un sol qui a l'air plus faible en matière organique, etc. C'est quoi qui explique la différence? Il y a une exploitation d'un structure et pas de l'autre. Alors, vas-y, va plus loin, Grégoire. Là, la prévision horaire, elle a produit des végétaux qui ont été... Donc j'exporte, c'est du maïs en silage, j'exporte. Voilà, j'ai un peu de céréales, rarement, donc mais la paille, j'exporte. Alors après je peux revenir avec du fumier, ce qui est le cas ici, mais sans doute pas suffisamment. Et je me retrouve avec un décrochage. Donc en fait on s'aperçoit que déjà, quand on commence à explorer les choses de cette manière-là, il y a une notion de bilan. Ici, j'ai peut-être un certain nombre de cycles qui se déroulent, qui me permettent de renouveler peut-être ce stock de matière organique, etc. Ici, j'ai cassé un certain nombre de cycles. On ne va pas qualifier de bien ou de mal l'un ou l'autre, c'est est-ce que j'arrive à durer sur la longueur ou pas avec l'un ou l'autre. Et donc ces cycles-là, il faut savoir les appréhender. Ici, de toute façon, si on a une matière organique qui est meilleure, c'est qu'on est venu respecter le cycle des matières organiques qui me permettent de rester à 3 ou 3,5 ou 4 en fonction de comment se stabilise mon système prairial. Et je n'ai pas d'exportation. Et là, j'exporte. Mais est-ce que, tout en exportant, je peux réussir à fabriquer ce système? C'est une question un peu fondamentale. Vas-y. Et donc, moi, je vais déjà commencer à différencier deux choses. C'est ici une parcelle avec une porosité finalement biologique. Et ici, j'ai fabriqué de la porosité mécanique. Et quand vous regardez les deux modes, elles n'ont pas du tout le même aspect. Et ça, on va commencer à rentrer dans un mécanisme qui pour moi est fondamental, c'est que la porosité biologique ne pourra jamais être fabriquée par aucune machine fabriquée par un humain. Voilà, l'humain, on fait notre métal, notre machin, on applique de la force mécanique, on vient fabriquer beaucoup de porosité, de macro-porosité, sauf que derrière, j'ai de la pluie, j'ai de la compaction par les roues, etc. Et finalement, souvent, cet excès de porosité mécanique fabrique de la compaction derrière. D'ailleurs, quand vous voulez faire un immeuble avec des fondations bien solides, vous grattez, vous compactez, vous grattez, vous compactez. Pour bien compacter, il faut gratter avant. Il faut casser
la microstructure pour pouvoir ensuite compacter convenablement. Et donc là, on a une différence fondamentale entre un processus qui aboutit à la porosité qu'on veut. Enfin, vous préférez un sol comme ça ou comme ça? Qu'est-ce que vous préférez? Voilà, plutôt le sol de gauche. Donc, pour avoir un sol comme ça, est-ce que vous pouvez décider, tiens, je vais me fabriquer un sol comme ça, j'attelle une machine et j'y vais? Ou est-ce qu'en fait, pour avoir un sol comme ça, au final, il faut laisser s'exprimer un certain nombre de processus dans la parcelle? Donc déjà, vous avez une différence fondamentale qui est très compliquée pour un occidental moyen. C'est que si je veux commencer à fabriquer ça dans ma parcelle, je dois laisser s'exprimer un processus. Alors que l'occidental moyen, pour régler un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Là, si je veux fabriquer ça, il faut que j'agisse, mais des fois que je non-agisse. Ça, c'est très compliqué. Comment je peux régler un problème en non-agissant? Enfin, c'est très compliqué cognitivement pour un occidental qui est toujours en train de fabriquer un truc, de faire des choses. Donc, cette notion de respect d'un processus et de s'inclure finalement, ou d'accélérer un processus biologique pour fabriquer ça, c'est assez fondamental. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien, et d'ailleurs c'est le travail que tu fais avec Baptiste, quand je travaille sur des thés de compost, sur des fermentations, etc., j'accélère un processus biologique que je mets à mon service. On parlait de lombric tout à l'heure, mais le lombric, ça ne se décrète pas. Vous n'avez pas une usine de lombric et vous arrivez avec un épandeur à lombric. Enfin, peut-être qu'un jour, il y a un mec qui va faire une boîte comme ça. Hein, les Essénias, à la limite, on peut faire ça avec des lombrics épigés, mais avec des anéciques. Aujourd'hui, il y a une boîte qui va produire des anéciques pour les mettre dans les parcelles, je ne suis pas sûr. Et donc, en gros, si vous voulez du lombric, la seule manière, c'est de mettre les conditions qui permettent au lombric de revenir. Ça ne se décrète pas. Et donc, on est dans cette relation-là à la nature qu'il va falloir de toute façon prendre en compte. Donc déjà, on voit que dans la posture, on va devoir être un peu différent. Et donc moi, ce que j'aimerais qu'on observe désormais, ici vous avez deux parcelles qui sont côte à côte, avec la même culture. Ces parcelles sont côte à côte. Et j'aimerais que vous me disiez déjà les grandes différences que vous observez. Voilà, il y a un chemin qui sépare ces parcelles. C'est toutes choses égales par ailleurs. Hein. Là, il ne faut pas me dire oui, mais lui, machin, bidule chouette. Non, c'est la même nature de sol de départ, c'est la même orientation, il est tombé la même quantité de flotte, tout est pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, bon, là on commence par la fin, mais effectivement on a du semi direct à droite, couvert glypho semi, et puis ici on a labour combiné semi. Ok. Alors, effectivement, ici, on a un certain nombre de problématiques au niveau du régime hydrique qu'on n'a pas là. Alors, typiquement, vous rentrez avec vos godasses sans bottes, ici, vous ressortez, ça va. Vous rentrez sans bottes ici, vous changez de chaussures en arrivant à la voiture. Voilà, vous avez 2 kg sous chaque pied. Donc déjà, on voit bien qu'il y a une différence fondamentale. C'est important, cette question de la résistance à l'eau. Parce qu'en fait, est-ce que vous connaissez un truc vivant qui ne résiste pas à l'eau ? Est-ce que vous connaissez quelque chose qui est vivant, qui ne résiste pas à l'eau? Est-ce que vous imaginez si vous ne résistiez pas à l'eau? On est tous faits de 70% d'eau ou de 80% d'eau. Un être vivant, c'est que de l'eau, organisé dans une structure. Un sol vivant, c'est quoi? Est-ce qu'un sol vivant doit résister à l'eau ou ne résiste pas à l'eau? Je ne fais pas de l'ésotérisme là. La question fondamentale, c'est que sur Terre, tout organisme vivant ou milieu vivant qui ne résiste pas à l'eau n'est pas vivant. C'est impossible. Une salade, 90% d'eau, elle résiste à l'eau, pourtant elle est faite de 90% d'eau. Qu'est-ce qu'une salade? C'est une structure de carbone, enfin de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, qui organise l'hydrosphère, qui organise la circulation de l'eau. Le sol, si votre sol, ce n'est pas une structure de carbone et de minéraux liés entre eux qui organisent la circulation de l'eau, et si ça ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire comme si vous aviez jeté du café ou un truc soluble dans un verre d'eau, c'est que vous avez un problème déjà. C'est que déjà, vous êtes dans un système de culture qui ne respecte pas fondamentalement le fonctionnement d'un milieu écologique qui s'appelle le sol. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal, hein, parce que le fait d'avoir fait ça nous a fait nous nourrir, etc. Donc on a bénéficié. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bien ou pas de mal. La question c'est, aujourd'hui au XXIe siècle, avec les connaissances scientifiques qu'on a, on fait des tours d'1 kilomètre de haut dans le désert. À un moment donné, on est en train de parler de faire un système alimentaire où on respecte un certain nombre de fondamentaux écologiques pour les sols, ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc ici, on est dans un sol qui peut-être produit 90 quintaux de blé, mais il ne résiste pas à l'eau, et il fabrique quoi? Est-ce que l'eau, elle est claire ici? Elle est comment l'eau? Enfin, je ne vois pas.
l'érosion. Voilà, c'est de l'érosion diffuse. Alors, c'est pareil. Moi, je ne vais pas commencer à vous sortir les grands discours. Il y a des fois, l'érosion diffuse, elle est très faible, mais elle existe quand même, elle vous fait perdre du potentiel, mais c'est tellement lent que, de toute façon, on ne le voit pas venir. Après, si vous êtes dans des accotements comme ça, et que vous avez des cracks tous les 2 ans, là, l'érosion, elle est visible, elle vous fait perdre énormément de potentiel, à tel point que vous remontez au tracto ou à votre sol. Ce qui se passe, nous, dans les monts du Lyonnais, ce qui se passe sur les contreforts des Pyrénées, etc., dans tout un tas de régions. Chez vous, ça sera sans doute moins le cas. Avoir des gros cracks dans les parcelles, ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc, en fait, vous avez plutôt, vous, de l'érosion diffuse éventuellement. Donc vous avez de l'eau qui est chargée en minéraux, et ça c'est de la perte régulière de capital. Moi je trouve ça pernicieux. Après, est-ce que ça pose un problème fondamental? Je le pense, mais beaucoup moins dans des zones comme les vôtres où tout est plat, etc. Bon. Vous observez quoi aussi à la surface du sol? Et là on en revient à ce que toi tu as observé sur tes parcelles. Voilà, ici on a de la battance, et ici on n'a plus de battance parce que les résidus viennent freiner la vitesse de l'eau. Ok? Donc en fait, on se retrouve dans un système ici où on a une... Ça va? Vous avez cassé quelque chose? Donc on se retrouve dans un système ici où on a un très bon drainage alors même qu'on n'a pas travaillé les sols. Donc pour certains, vous l'avez observé sur vos parcelles. Pour d'autres, ça peut questionner. Vous êtes là en recherche de voilà, qu'est-ce qu'on va rechercher ou pas. Pourquoi, à votre avis, ici ça draine alors qu'ici ça ne draine pas? Alors qu'ici, je me suis fait chier quand même. Un labour 0,5 hectares à l'heure, c'est ce qui consomme le plus de gasoil, c'est ce qui fait tirer le plus de tracteurs et qui l'use le plus. Après, herse rotative, donc voilà, ça consomme aussi du gasoil, je le mets à la prise de force et compagnie. Alors que là, j'ai rien fait, là. J'ai passé mon semoir, j'ai mis du glyphosate. Bon, c'est le gros mot aujourd'hui pour le consommateur moyen, c'est bien dommage, mais voilà. Mais là, ça draine alors que j'ai pas passé un outil. Pourquoi? On a bétonné le fond de l'outil. On a verticalisé à droite, à gauche, on a à droite. D'un côté, on a un sol organisé, ce qui est structuré par les racines. Ouais. Aujourd'hui, l'eau est retenue par le système racinaire, par le carbone vivant. Ouais. Donc là, on a des racines, c'est-à-dire les racines du couvert précédent qui se sont développées, qui sont en décomposition et qui créent des fentes. Ok. Voilà, donc en fait, quand vous parlez de travailler du dessus au dessous, c'est les racines qui vont faire ce mouvement. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est qui peut expliquer ça? Protection du sol. Une protection du sol qui ralentit la vitesse de l'eau et qui lui permet de s'infiltrer plus tranquillement, on est d'accord? L'eau ne vient pas taper directement à la surface et créer ce glaçage. Ouais. Parce qu'elle ne s'évacue pas l'eau à gauche. Là, on va expliquer ce phénomène. Tiens, on va l'expliquer maintenant. Allez, je suis sur la parcelle. Oh là là. Je suis sur la parcelle. J'ai fait mon... Voilà. Qu'est-ce que c'est qui va provoquer ça? Pourquoi est-ce que j'ai de l'eau en bas de parcelle et qu'elle s'évacue moins, à votre avis? Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de circulation par la microporosité, il n'y a plus de microporosité. Alors à la limite, ça c'est une raison, mais au final, quand tu fais un labour qui est frais, et quand tu as un semoir et quand tu fais un semi-direct, au final, dans le labour, dans la partie labourée, ça a tendance à s'infiltrer quasiment plus vite. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a cette infiltration qui ne continue pas et qui crée ça en bas de parcelle? Il y a une semelle en dessous. Voilà, donc on l'a vu sur les photos précédentes. On crée une semelle. Alors, moi, j'aime pas trop cette notion de semelle de labour. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le labour qui crée des semelles. Moi, j'ai vu des semelles de cover crop comme ça. Bon, donc au final c'est une semelle de lissage, c'est-à-dire qu'en fait je viens appliquer une pression à une profondeur donnée et puis je crée finalement une recompaction un peu du sol. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici moi je me retrouve avec un sol, je dis n'importe quoi, avec une réserve utile de je sais pas moi 1,5 mm par centimètre de sol, ce qui peut être probable dans un sol comme ça très limoneux avec peu de matière organique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici par exemple j'ai 25 centimètres, ça veut dire que grosso modo j'ai une quarantaine de millimètres de stockage. Ça veut dire qu'en gros, dès qu'il pleut plus de 40 mm, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai rempli ici, donc j'ai une vitesse d'infiltration donnée.
Et puis là, je bute contre quelque chose où j'ai une vitesse d'infiltration qui est beaucoup plus lente. Alors, ce n'est pas que la question des 40 mm, parce que si mes 40 mm, ils tombent en longtemps, voilà. Mais si ils tombent assez vite, je vais infiltrer, et puis là, je vais commencer à accumuler de l'eau liquide sur ma semelle de lissage parce que l'infiltration est cassée, et je commence à avoir de l'eau liquide qui percole en bas de parcelle. Ce qui fait que quand vous faites un test bêche sur un sol qui a été, on va dire labouré ou autre, mais où on a une semelle de lissage, on a de l'eau qui va s'accumuler comme dans un puits. Vous voyez, c'est quand vous creusez, vous avez l'eau qui remonte comme ça, parce qu'en fait, vous avez l'eau qui descend ou qui percole, qui vient s'accumuler dans votre trou. Voilà, parce que dans votre trou, bah, vous avez forcément une paroi ici où elle s'accumule, et puis voilà. Donc, alors que si vous faites ça dans la parcelle d'à côté, et ça c'est du visuel, hein, c'est pas de la théorie dont je vous parle, vous n'avez pas ce phénomène, parce que l'eau vient s'infiltrer convenablement. Cette semelle de lissage, elle peut être assez délétère, on l'a vu sur les photos précédentes, hein, elle peut être très visible, je mets un coup de bêche, je la vois, elle est là, elle n'est pas là. Là on est près de la Champagne, moi j'ai découvert il y a un peu moins d'1 an les sols de Champagne, en viticulture notamment, on se retrouve avec des linteaux qui sont assez impressionnants. Et donc, on voit bien qu'on a un certain nombre de processus sol qui sont empêchés. Et tout ça, cumulé là, sur cette parcelle, ben, on a beau sortir de la canne, moi ça me pose des vraies questions fondamentales. Est-ce qu'on a la capacité à faire encore 50 ans avec un système de production qui produit ça? Mauvaise infiltration de l'eau, donc mauvaise épuration de l'eau, mauvais remplissage de la réserve utile, une érosion qui est ce qu'elle est, mais si je perds 0,5 ou 1 mm de sol tous les ans, bah, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça joue quand même. Je vais avoir en plus une perte de matière organique, moins de carbone dans les sols, etc. Donc je me retrouve dans un système quand même s'il y a un plancher, ben, que faire? Donc ça, on va sortir du bien ou du mal, mais ça pose des vraies questions fondamentales. Et donc vous ne me l'avez pas dit, enfin reviens quand même, je repars sur cette histoire de... reviens juste. En termes de lombric, moi je ne suis pas sur les mêmes ordres de grandeur, mais c'est quasi pareil. C'est-à-dire que si vous faites des mesures, une parcelle comme ça, vous êtes à 300 ou 400 kg de lombric max, une parcelle comme ça, vous êtes plutôt à 1,5 tonne, 2 tonnes, voire plus. Et en fait, ce qui fait que ça filtre, ben, c'est que j'ai effectivement mes racines, mais moi, j'y crois pas trop qu'à la racine en fait. Parce que la racine, c'est jamais suffisant. D'ailleurs, on le voit dans les transitions en semi-direct, et ça rejoint comment on phase. Qu'est-ce que c'est l'échec fondamental de toutes les transitions en semi-direct? C'est les transitions trop rapides. Voilà, j'ai été enjoué dans une conférence, je sors de là, j'achète un semoir, je fous tout le matos de travail du sol de côté, mes sols sont comme ça, mais est-ce que vous imaginez que si lui, il adopte le même itinéraire que lui, il aura le même résultat? Mais il va se planter, mais grave, parce qu'il va avoir de la recompaction, etc. Donc la question c'est, est-ce que, alors peut-être sur certaines typologies de sol ça sera possible, mais sur celle-ci, il faut peut-être qu'à un moment donné, il garde un outil de fissuration, il fasse attention. Il y a la question du salissement de la parcelle aussi, parce que si je pars d'une parcelle très sale et que je passe en semi-direct derrière, ou par exemple je pars sur une céréale et que je suis pourri de vulpin ou de choses comme ça, je vais me retrouver en fait avec une vraie galère l'année qui suit, puisque ça va me pomper toute l'eau avant que ma céréale arrive. Alors elle a beau mieux s'infiltrer, mais à un moment donné, voilà quoi. Donc on se retrouve en fait dans le phasage. Et pour passer de ça à ça, il y a une organisation et il y a des étapes à passer. Si mon lombric il n'est pas vraiment revenu, j'aurai pas d'infiltration, d'oxygénation et j'aurai une recompaction. Et dans la biologie du lombric, on le verra tout à l'heure, mais en gros, vous avez des phases de reproduction. Si je suis à 400 kg ici, je ne vais pas passer à 800 l'année suivante. Parce qu'en fait, je vais chercher une catégorie de lombric qui a un taux de prolificité qui est assez faible, qui est le lombric anésique, on verra tout à l'heure. Le lombric anésique, il fait quoi? Il monte et il descend. Et donc lui, il crée des galeries permanentes ou semi-permanentes de drainage. Et quand vous passez d'une population de x1 à une population de x4 de ce type de lombric, et que vous multipliez par 4 ces voies de drainage, vous commencez à avoir un truc qui a de la gueule. La question c'est, est-ce que ce lombric il se reproduit vite ou pas vite? En fait, le taux de reproduction d'un organisme vivant est toujours lié à son taux de prédation. Est-ce que vous imaginez qu'un lombric qui se niche dans les profondeurs du sol et qui sort que la nuit est beaucoup prédaté? Sans doute beaucoup moins que les autres.
Donc au final, un lombric anécique, il va faire 10, 12, 15 petits par an dans sa portée. Alors peut-être, après ça dépend, parce qu'il y en a plein de différentes catégories de lombrics. Mais en gros, vous avez, si vous partez ici d'une population X de lombrics anéciques, et là vous avez le nombre d'années, avec une année 1, 2, 3 et 4, vous partez d'une population qui est faible, ils vont se reproduire et faire leurs premiers petits, qui vont arriver à maturité sexuelle qu'en deuxième année, ce qui fait qu'en fait votre population de lombrics, elle ne bouge quasiment pas pendant 2 ans. Donc si vous ne prenez pas en compte ce facteur indispensable que sont les lombrics, et que vous ne compensez pas une faiblesse de structuration naturelle de votre sol par exemple de la fissuration les premières années, vous pouvez arriver à un point de rupture, de surcompaction de votre sol et en fait de rendement qui s'écroule. Alors que, est-ce que de la fissuration va fondamentalement bousculer un lombric anécique? C'est sûr que ça le bouscule plus que de rien faire, mais ce n'est pas un labour et un coup de herse rotative. La simplification du travail du sol déjà va amener un taux de perturbation du milieu pour le lombric qui sera plus faible, le temps qui commence à se reproduire un peu plus. Et donc ce lombric anécique, la troisième année, la première portée commence à se reproduire et les petits de la première portée vont commencer à se développer. Et donc on commence à entrer en phase exponentielle de développement. Et en fait, on a 2 ans qui peuvent être extrêmement difficiles par faiblesse de biologie. Alors si j'ai réussi très bien mon couvert, au final on peut avoir de la compensation, mais si mon année de transition, je foire mon couvert parce que je ne suis pas habitué, j'ai pas les lombrics, ça ne va pas bien se passer, quoi. Alors, ça peut bien se passer si vous êtes une très belle année, il pleut comme il faut, etc. Mais ça peut venir créer des problèmes. Donc déjà on s'aperçoit que le facteur biologie, que ce soit par les racines ou les lombrics, devient un critère majeur de performance pour venir compenser moins de travail de sol, par exemple. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que fait un lombric ou une racine? Ça déploie de l'énergie, en fait. Le lombric, il mange un truc, et dans son quotidien, il consomme l'énergie qu'il a mangée, comme vous et moi. Alors moi, je n'ai pas fait les ratios, tiens, ça pourrait être un bon boulot. C'est de dire, est-ce qu'une population de lombrics fonctionnels, finalement, crame autant d'énergie qu'un travail de sol? Je suis pas bien sûr qu'on ne serait pas dans les mêmes ordres de grandeur. L'énergie développée par un labour et l'énergie développée par 3 tonnes de lombric qui bougent. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a un ratio, parce que c'est toujours des kilojoules ou des kilocalories qui sont brûlés. Vous voyez ce que je veux dire? On reste sur des niveaux, c'est la même unité d'énergie. Donc, typiquement, votre machine biologique, elle doit tourner à la bonne vitesse. Si vous passez un coup de herse rotative avec pas le bon nombre de tours minutes, vous n'aurez pas l'effet escompté. Votre machine lombrique, votre machine biologique, elle doit tourner. Et donc vous devez savoir l'appréhender pour pouvoir et pour éviter de vous retrouver dans des zones à problème. Et quand tu disais finalement c'est quoi les critères, des fois ça marche, des fois ça marche pas, souvent c'est lié à la machine biologique qui a démarré ou pas démarré. Et la question du démarrage de la machine biologique, si on rentre un peu dans des choses un peu symboliques, qu'est-ce que c'est que l'activité biologique dans un sol? C'est le feu. C'est le feu du sol. Et donc le feu du sol, c'est comme le feu dans une cheminée. Est-ce que je mets des grosses bûches au démarrage ou pas? Enfin, comment on phase ça en fait? C'est quoi le carburant, l'aliment qui permet de faire démarrer ce feu biologique qui va derrière me rendre des services? Et c'est là où en fait on rentre dans... On a un problème en agriculture, mais partout, c'est l'idéologie versus le pragmatisme. Par exemple, on a 2 écoles aujourd'hui en agriculture du vivant. On a ceux qui disent qu'il faut être que dans les grosses bûches, donc lignine à fond, c'est-à-dire des grosses biomasses très ligneuses. Et il y en a d'autres, ils vont vous dire qu'il faut toujours des choses équilibrées en matière de cessurène. Donc je vais faire des mélanges de légumineuses, de graminées, de je sais pas quoi. Dans les couverts végétaux par exemple. Parce qu'en fait, qu'est-ce que mange un lombric? Il mange des couverts, il mange des résidus, on le verra. Et donc la question du choix d'alimentation par rapport à là où en est votre activité biologique est très importante. Si vous êtes dans un sol avec une activité biologique à plat, la question c'est est-ce qu'il est capable de digérer rapidement beaucoup de carbone ou est-ce qu'il faut passer par des formes intermédiaires? C'est des stratégies qu'il faut, on va dire, travailler ensemble. Et l'idée c'est qu'on rentre un peu dans ce détail-là. Je ne vais pas donner la réponse tout de suite, mais vous voyez déjà que quand j'ai une machine, je dois bien la régler, je dois savoir comment elle fonctionne. Si elle est cassée, je dois savoir comment la réparer pour ne pas faire appel au concessionnaire toutes les 5 minutes. Votre sol c'est pareil, mais c'est une machine biologique.
Si vous ne savez pas gérer les manettes de votre machine biologique, vous ne pourrez pas gérer la fertilité de votre sol. Parce que typiquement, rien qu'en regardant ces images-là, ça marche parce que j'ai du lombric et de la racine. Donc si je ne sais pas comment marche le lombric et la racine, je ne peux pas gérer la fertilité de mon sol. Donc c'est un autre set de compétences. Voilà. Ce ne relève ni des phytos, ni des engrais, ni des machines. C'est un autre set de compétences qu'il faut maîtriser. Tu peux passer. Donc là, je suis chez première année de semi-direct d'orge d'hiver chez un agriculteur. Qu'est-ce qui m'a permis de lui dire qu'il pouvait passer en semi-direct dès la première année sur ces typologies de sol? Juste en regardant la surface du sol. Alors, pourquoi? C'est déjà signé que la région présente. Ouais, donc on a, ouais. Alors là, les résidus sont en surface parce qu'il est en première année de semi-direct, sinon ils ne seraient pas en surface. Mais effectivement, on a des résidus. Donc, ok. Quoi d'autre? Il y a des calculs. Ouais, toi tu te tais. Faut que ça arrive plus tard. Vas-y. Les turicules de VRT. Ouais, donc effectivement, on a des turicules. Ok. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Qu'est-ce qui pourrait... On a un indicateur de surface là qui nous permet de dire, tiens, je pense, et c'est relié à finalement ce qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai l'activité biologique qui me permet de passer sur une culture d'hiver de type céréales, qui n'a pas besoin d'une structure de sol de folie, de pouvoir faire du semi-direct. Et là, tu peux prendre le semoir de la Cuma, qu'il a acheté il y a 2 ans, mais les gens ne savent pas quoi en foutre, qui va te servir pour pouvoir semer ton blé en semi-direct. Qu'est-ce que vous percevez? Les résidus, c'était la bonne piste. Mais pourquoi les résidus agencés de cette manière-là? C'est à cause de l'arbre. Le résidu, ouais. ça reste la limite du résidu. Il reste pas... Ouais, mais comment ils sont ces résidus? Les verts qui les ont ramenés pour les enfler. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tous ces petits paquets là, comme ça, qui sont rassemblés partout. C'est les cabanes à vers de terre. C'est ce que disait Baptiste tout à l'heure. Donc les cabanes à vers de terre, il y en a combien là? Moi j'en vois 10 à 12 par mètre carré. Qu'est-ce que ça induit dans ma tête? Bonne faune. Bah, j'ai 10 à 12 voies de drainage par mètre carré. L'ouverture du sol, la circulation des humeurs, la vie. Voilà. Et donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à un moment donné, je sais que je vais avoir des surfaces d'échange et je sais que je vais avoir sans doute mes voies de drainage. Déjà d'un point de vue mécanique pur, physique pur, je sais que j'ai quelque chose là. Donc tu peux passer. Encore. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas, effectivement, ce sont des cabanes à vers de terre. Donc dessous, chacun de ces petits tas, vous avez une galerie de lombric qui vient finalement sortir la nuit et ramener autour de son trou ce tas de paille et le manger. Et donc ça, c'est une compétence fondamentale. Alors pour ceux qui connaissaient, c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissaient pas, vous voyez déjà l'importance de connaître la biologie de l'organisme que vous visez. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la biologie du lombric, enfin vous imaginez, on vous livre une herse rotative, vous ne savez pas comment ça marche, comment il faut l'atteler, machin, vous ne connaissez rien, ben vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc là c'est pareil. Si vous voulez utiliser le lombric pour remplacer un certain nombre d'outils de travail de sol par exemple, et on verra que ça ne joue pas que au niveau mécanique, mais là on parle du mécanique, c'est ce qui parle le plus. Au final, vous devez connaître la biologie de ce lombric. Donc là déjà vous voyez que son milieu de vie, c'est des galeries permanentes. Donc lui casser ses galeries pour qu'il les refasse derrière, ça lui fait une dépense énergétique supplémentaire qui est emmerdante. Et 2, que ce lombric il mange des résidus. Qu'est-ce qui se passe si je prends les résidus et que je les mets à 20 cm? Ou à 25? Hein? Pourquoi ils iraient en haut? Et donc je me retrouve avec des populations de lombrics qui font ça. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ben, recompaction, moins d'activité biologique, etc. Et ça, on l'observe. Parce que moi, j'aime pas trop cette vision de dire le labour, ça tue toute activité biologique. Il y a des sols en bio où les mecs, ils blendent de couverts végétaux, de machins, de fumier, il y a de l'activité biologique. Alors les vers de terre, ils se font se fracasser par le travail de sol. Hein. Moi, le travail de sol, moins j'en ai, mieux je me porte. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est dans un sol chez un mec qui travaille les sols. Et pourtant, ça marche. Ah, mais on simplifie, des fois on passe 4 coups avant de semer, donc ça n'a rien. Ça, c'est vrai. Mais en simplifié, si on fait du simplifié qu'on passe 4 coups, c'est que là, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas dans le calage du système. Voilà. Tu peux passer. Donc là, vous avez ici une bêchée représentative de ce sol. Vous en pensez quoi déjà, à première vue?
C'est au top. Donc vous, si vous voulez entrer dans cette transition, pour ceux qui se posaient des questions, déjà, vous ne devez plus jamais partir avec le pick-up ou le tracteur dans les champs sans une bêche. C'est interdit ça. Parce que le sol, ce n'est pas une surface. Le sol, c'est un volume. Donc vous ne pouvez pas appréhender le sol si vous ne le regardez pas comme un volume. C'est impossible. Juste, je vais revenir en arrière pour toi, parce que c'est important par rapport à ce que... Si. Vas-y, reviens en arrière encore. Voilà. Donc, simplement, là, on a regardé ce sol. Je ne sais pas, parce que c'est important pour toi si tu voilà, te poses un certain nombre de questions. Ça, ici, ce sont des cabanes de vers de terre. Je ne sais pas si tu connaissais. Hein. Donc, en gros, le ver de terre, il rassemble la biomasse au-dessus de sa galerie et il mange ça. Donc là, on était en train de se poser la question de si je veux du ver de terre dans ma parcelle pour pouvoir compenser le travail de sol, je vais devoir à un moment donné le nourrir et travailler avec cette interface biologique. Et donc ici, ce mec-là, il a fait sa première année de semi-direct en orge d'hiver et il l'a fait parce qu'on voyait qu'il y avait déjà assez de lombric au démarrage dans la parcelle. Donc tu peux repasser si ça ne te dérange pas, merci. Et donc là, on voit son sol qui est quand même très aéré. Si tu passes les deux autres diapos, tac, c'est bon. Et donc là, vous voyez, j'ai pris une bêche et j'ai commencé à séparer la terre fine des mottes. Et quand vous regardez chacune des mottes, c'est transpercé comme ça, de toutes parts. Là, on a un sol qui biologiquement fonctionne. Et travailler un sol comme ça, c'est une connerie économique. Hein. Ça n'a aucun sens. Alors, à part si vous êtes pourri d'adventice, auquel cas on peut se poser des questions. Si vous êtes pourri d'adventice, en bio ou pourri d'adventice et que vous ne voulez pas utiliser de glyphosate ou je ne sais pas quoi, mais si vous n'avez pas de problématique d'adventice particulière, travailler un sol comme ça ne sert à rien. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mec travaillait les sols. Comment il a pu arriver à ce niveau d'activité biologique alors même qu'il travaillait les sols avant qu'il ait l'indication qu'il pouvait ne pas les travailler? Ouais. Et pourquoi il y avait de la matière organique? Et je peux vous garantir que tous les voisins, là, c'était pas comme ça. Hein. Et même les gars du groupe, quand on passait sur les parcelles, c'était le seul. Hein. Pas d'exportation. Je vais vous donner la réponse, parce qu'elle est très importante. C'est qu'en fait, le grand-père considérait que les couverts végétaux et les matières organiques étaient importantes. Donc le fils a considéré que, et le petit-fils chez qui j'étais, qui avait repris, considérait que c'était important. Ce qui fait que depuis l'après-guerre, alors que tout le monde autour était passé en engrais chimiques exclusifs parce que voilà, d'ailleurs il se faisait traiter d'écolo, de machin, que c'était inutile, etc. Lui il avait continué à faire des couverts, des choses comme ça. Et donc il y a une continuité, on va dire philosophique dans la famille, qui fait que quand il rentrait le midi, on ne lui disait pas que c'était un imbécile de faire ça, et donc il a tenu bon, et donc moi je me retrouvais avec des sols qui étaient d'une très bonne qualité, alors même qu'il travaillait encore un peu. Donc on voit bien que si on hiérarchise, quand je veux partir dans ces aventures-là, de l'agriculture, un peu de réduction de travail de sol, etc., ou plus largement d'agroécologie, la première pierre à l'édifice, ça reste la matière organique. C'est la priorité number one. Si vous avez une mauvaise gestion des matières organiques, vous n'arriverez jamais, jamais, jamais à installer un système biologique qui marche. Pourquoi? Parce que tous les êtres vivants de votre sol, ils bouffent de la matière organique. Enfin, la majorité, 90%. Donc si vous avez une mauvaise gestion des matières organiques, vous aurez une mauvaise gestion de votre système biologique. Et si votre bilan humique est pourri, mais n'essayez même pas d'espérer d'aller réduire votre travail de sol ou de passer sur ce type d'agriculture. C'est impossible. C'est pour ça que Grégoire il vous exprime que son cheminement, ça a été les couverts végétaux, les machins. C'est une gestion des matières organiques différentes. Je réorganise ma rotation ou je fais des choses différentes en interculture pour venir peut-être rehausser ce niveau de matière que je viens introduire dans mon système. Et le couvert végétal, par exemple, ne devient plus juste une histoire de « je me fais chier pour rien », mais je sais que si je ne le fais pas, j'ai pas de vie. Et si j'ai pas de vie, j'ai pas de service. Si j'ai pas de service, je mets du carbone dans un tracteur pour faire le boulot, à la place de mettre du carbone dans mon sol pour faire le boulot. Ça reste du carbone. Hein. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. C'est que vous avez toujours une compensation de la faiblesse d'énergie développée par votre activité biologique que vous compensez par de l'énergie que vous mettez dans une machine qui fait le job. Et donc on en revient à la vraie problématique qu'on a en tant que civilisation, c'est l'utilisation de l'énergie. Nous utilisons énormément d'énergie. Est-ce que demain on arrivera à faire des machines ou capter de l'énergie par d'autres formes que le pétrole et tout ça? On verra bien, je l'espère. Mais en tous les cas, là ça questionne la quantité d'énergie que vous donnez à disponibilité des êtres vivants de votre sol. Vas-y, tu peux y aller. Passe ça, c'est pas grave. Et donc ici, vous avez un autre exemple. Donc là, c'est en Rhône-Alpes, une dizaine d'années de semi-direct bien fait.
est-ce que ça ressemble à ce qu'on avait sur le fossé tout à l'heure? L'aspect de ces mottes. Donc oui, il est possible d'avoir un sol dans la parcelle, alors même que j'exporte, que je produis des céréales, etc. Un sol qui ressemble à un sol qui est dans mon fossé et sur lequel je n'ai pas prélevé et qui a suivi le cycle naturel. Mais les objectifs stratégiques sont différents. Je vous garantis que quand vous discutez avec cet agriculteur, son objectif c'est de produire du lombric. Pas parce qu'il veut produire du lombric, il veut produire du blé quand même, ou il veut produire du maïs, mais il sait que l'intermédiaire pour limiter le travail de sol, c'est cette activité biologique. Et ce n'est pas juste un truc d'écolo, c'est obligatoire. Et il n'y a pas de bien ou pas de mal. Si vous ne voulez pas viser l'augmentation de votre activité biologique, vous ne pouvez pas faire ce type d'agriculture parce que ça ne marche pas tout simplement. Donc, moi, on va faire un petit exercice intéressant. Vas-y, tu peux y aller. Maintenant qu'on a vu tout ça et qu'on a dialogué un peu autour de ces notions un peu générales, on va reconnecter les points. Je vais dessiner le sol et vous allez me dire, maintenant qu'on a vu un peu tout ça, quelle serait la base de la fertilité long terme du sol. Je n'ai pas dit de la fertilisation, hein, mais de la fertilité. Comment je construis une fertilité long terme? On reste encore là dans la théorie pour pouvoir remettre les choses en ordre. Hein. Forcément après, il y a les contraintes terrain, on en a parlé déjà dans les diverses expériences que vous nous avez données. Mais si je ne comprends pas la théorie, je ne peux pas l'appliquer sur le terrain, quelles que soient mes contraintes. Donc, qu'est-ce que ça serait la base de la fertilité du sol pour vous? Comment ça marche, comment ça fonctionne? Hein? L'hydrophilie du sol, la capacité du sol à avoir de l'eau. Alors déjà, il y a la notion de venir avoir une bonne infiltration de l'eau, des bonnes surfaces de contact, etc. Ok. Quoi d'autre? La gestion des pailles. Alors, est-ce que tu peux aller un peu plus loin que je comprenne? Non, mais qu'est-ce que tu veux dire derrière la gestion des pailles? Apporter au sol ce qu'il a produit. D'accord, donc c'est la question, c'est la notion de bilan humique en fait. De bilan, c'est-à-dire je renouvelle le stock de carbone de mon sol, c'est ça en gros? Oui, et en même temps qui sert à la nourriture de vers de terre. Ok, donc en fait tu parles de la gestion des matières organiques fraîches qui permet de faire de la matière organique du sol. Ok, qui est ton humus en fait. Grosso modo, hein. Voilà. Les puristes diront oui, mais l'humus c'est qu'une partie. Bon, enfin bref. Donc, ok, donc bonne gestion des matières organiques fraîches. Est-ce que c'est que des pailles finalement? Ça serait quoi au global tes matières organiques fraîches? Tous les résidus de culture. Voilà, donc les résidus, donc de culture ou de couvert. Et après, bah, peut-être éventuellement, si vous avez un élevage, les fumiers, les machins. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qui, dans un fumier, va vraiment vous permettre de fabriquer de la matière organique du sol? Bah oui, si vous mettez du lisier, par exemple, vous ne faites pas de matière organique avec ça. D'ailleurs, les digestats, c'est ça aussi. Vous sortez un digestat liquide, vous avez un fertilisant, vous n'avez pas un amendement. Et vous avez extrait du carbone pour faire de l'énergie ou du gaz ou quoi que ce soit. Donc on voit bien qu'on a cette notion-là. Ok, qu'est-ce qu'on aurait... Alors on commence à s'approcher, mais c'est toujours pas la base. Donc moi, je voudrais mentionner quelque chose d'évident, vous allez voir comment on reconnaît le truc. Alors, la terre, attends, c'est intéressant. La terre, pourquoi la terre? La base de la fertilité du sol, c'est le sol. Donc par exemple, je suis au Sahara, j'ai du sol, mais il n'est pas fertile. Donc est-ce que c'est le sol qui est la base de la fertilité du sol, ou la terre, ou la texture, ou la... micro-organismes qui la composent. Ah, alors déjà on a une notion, ok. Donc les micro-organismes. Alors ça serait quoi? Vas-y, je t'écoute. C'est les bactéries, les champignons. D'accord. La chaîne, la microfaune, la macrofaune. Ok, et donc dans la macrofaune, t'as quoi? Les vers de terre. Ouais. Les mulots. Les mulots aussi, ouais. Voilà. Ok. Bactéries, champignons, vers de terre. Bon, déjà, vous savez, bactéries, champignons, vers de terre, c'est 90% de la masse d'êtres vivants dans votre sol. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, là, autour de la table, si vous maîtrisez déjà
Qu'est-ce que ça mange et où ça vit un ver de terre? Qu'est-ce que ça mange et où ça vit un champignon? Qu'est-ce que ça mange et où ça vit une bactérie? Vous maîtrisez le système digestif du sol. C'est fabuleux. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des milliards de types de bactéries et de champignons, et donc ça devient plus compliqué. Mais il y a une transversalité de fonctionnement de ces organismes-là. Ok, qu'est-ce qu'ils font ces organismes, Grégoire? Puisque on commence à s'approcher de la réponse. Ils digèrent la matière. Voilà. Donc, pour passer de ça à ça, Il transforme la matière. voilà. Pour passer de ça à ça, si j'ai pas ça, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai ça qui permet ici la transformation. Donc, j'ai un rendement humus ici. Donc, si on commence à parler de bilan carbone, ou bilan humique, ou bilan d'humus, en fait, j'ai forcément un taux de conversion et de nutrition, c'est-à-dire que ici, selon ce que je mets en termes de matière organique fraîche, ça va donner à manger différemment à ce truc-là, qui va produire différemment l'humus de mon sol. Mais on voit bien qu'on a un lien intime entre ce que je donne à manger à mon sol et l'activité biologique que je vais en avoir et l'humus que je vais réussir à maintenir. Donc, ça peut vous paraître un peu trivial ce dont on parle, et un peu long et un peu théorique, mais si vous ne maîtrisez pas cette théorie, et donc on aurait tous des cas d'or, vous m'auriez dit on a tous 7, je ne ferai pas ça, j'aurais dit bon allez on laisse tomber, on passe directement dans les problématiques techniques dans le dur, mais vous êtes tous mis 2, 3, 4 ou 5. Donc si vous ne maîtrisez pas ça, ça ne peut pas fonctionner, et en fait déjà on commence à se rendre compte que là on a une courroie de distribution qui est, je mets de la matière, des résidus, de la matière organique fraîche, ça passe par cette activité biologique que je recherche de mes voeux et ça vient jouer quelque chose au niveau de mon taux d'humus. Et ça déjà, on va pas appeler ça ici le moteur du sol. Et là vous avez finalement le carburant. Et vous devez maîtriser à 100%, dans tous les cas vous devez avoir des notions fortes de quel est le moteur de votre sol. Et le moteur, c'est pas vos sables, vos limons, vos argiles. Enfin, ça joue évidemment la texture et le pH, etc. On va en parler. Mais déjà, le moteur de votre sol, vous devez le connaître. C'est les lombriques, les champignons, les bactéries. Vous ne pouvez pas occulter ça. C'est la compétence de base en fait. Si vous ne maîtrisez pas comment vit un lombric, une bactérie, un champignon, je radote, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas maîtriser le moteur de votre sol. Et vous avancez à l'aveugle. Et vous ne pouvez pas avancer à l'aveugle. Quand vous traînez une machine, un machin, un épandeur, je ne sais pas quoi, vous savez comment il marche. Vous êtes fin dans la gestion. Là, c'est pareil. Et donc, le carburant, c'est pareil. Est-ce qu'il faut mettre du diesel? Est-ce qu'il faut mettre de l'essence? Est-ce qu'il faut mettre des adjuvants? La question du carburant qui vient alimenter ça est importante. Et votre tracteur, si vous mettez une fois du carburant et puis vous n'en mettez plus pendant un mois et que vous utilisez votre tracteur tous les jours, est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas avoir un problème? C'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir travailler l'alimentation en continu. Donc, tous les mecs qui sont performants dans ce type d'agriculture, ils ont une alimentation en continu. Ça veut dire que ce n'est pas un effort une fois, c'est un effort tout le temps. Donc ça calibre la façon dont vous façonnez le système de production. Moi, sur les parties que j'ai passées, il y en a une qui marche très bien et une qui ne marche pas. Ouais. Et dans le cadre dans lequel on travaille, on va remettre tous les produits qu'on nous fournit pour les produits phytosanitaires. Ouais. On a une famille qui s'appelle les SDHI. En fait, on a quasiment plus de propositions sans les SDHI. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sur une parcelle, la paille ne bougeait pas. Ouais. Bah ouais, Ces éléments-là qui étaient complètement bloqués. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai refait un split direct après, donc j'avais encore la paille des années d'avant. Bah oui. Et qu'est-ce que tu vois la relation de toute façon? Ouais, alors je vois la relation, mais le problème de tout ça, c'est que nous, on est qu'un agriculteur. Non, vous êtes un magnifique agriculteur, pas qu'un agriculteur. Oui, non, mais on doit quand même gagner nos vies, et moi je suis parti sur l'idée de supprimer les SDHI par exemple. Ouais. Mais quand je vais voir les techniciens, j'ai pas grand chose. Et c'est le problème, hein, c'est que ça s'appelle le blocage socio-technique, ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives devant ton gars qui est censé t'aider et en fait, il t'aide pas. Et comment on fait pour. La vraie question, c'était comment faire pour redonner au sol
Alors, déjà, tu es en train de dire un truc vraiment important. Et moi, c'est ce que j'appelle, vous savez, le jeu d'enfant, là, vous avez des triangles, des étoiles et des machins. Puis des fois, votre gamin, il essaie de faire rentrer le carré dans le rond, comme ça. Vous le connaissez, ce jeu? Bon, ben là, en fait, tu es typiquement, c'est pas toi qui es comme ça, parce que tu as eu la bonne logique. Tu t'es dit, je vais supprimer les SDHI. Mais c'est typiquement ça. Un mec qui met beaucoup de SDHI sur ses pailles, le champignon ne peut pas s'installer sur les pailles pour commencer à le dégrader parce qu'il y a trop de fongicides dessus, et il veut travailler sur son moteur microbien. Ben là, typiquement, tu as le choix que tu as fait, pour moi, ça va dans le bon sens parce que tu sais que si tu continues à avoir trop de fongies sur ta paille, tu n'auras pas les champignons, ça profite derrière et tu ne vas pas alimenter ta courroie de distribution. Et on ne peut pas faire l'un et l'autre. C'est un choix. Donc, on en discutera tout à l'heure, mais après, quand tu dis qu'il faut bien gagner sa vie, c'est est-ce qu'on peut réussir à ces cultures sans SDHI? Je pense que oui. Par contre, il faut passer par d'autres modalités. On en parlera tout à l'heure, mais quand on parle de nutrition santé, on ne parle plus de j'ai un problème et je mets un coup de fongicide super puissant. Comment je gère un problème fongique en amont? La question elle va comment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du bas volume ici. Ouais. Et est-ce que déjà juste ça peut être une étape, c'est le passage du bas volume permet de réduire la dose et donc de toute façon, le bas volume est une bonne chose, même si ce n'est pas la dose qui fait la toxicité dans les phytos, mais c'est déjà bien parce que vous économisez de l'argent. Voilà. C'est clair, quoi. Mais tu as moins de molécules actives. Voilà. C'était une des bases d'entrée pour redonner de la vie dans nos sols. C'est que quand tu amènes 1 litre de produits phyto à l'hectare et que tu passes à 0,1 ou 0,2 de produits phyto à l'hectare, la biodégradation est 10 fois plus vite. Organique va se faire beaucoup plus vite à 0,2 qu'à 1 litre. Tout à fait. C'est évident. Donc ça, c'est déjà une première étape. Enfin, après, ce n'est pas une étape anodine, hein, parce que réussir du vrai bon bas volume, ça demande un degré d'expertise et des installations qui ne sont pas anodines. Après, ça se fait bien. Mais ça reste quand même un changement majeur sur une ferme qui ne le fait pas. Mais effectivement, ça peut jouer. Et après, moi, je travaille plutôt sur ces autres itinéraires techniques, parce que c'est ce que me demandent mes clients. Hein. Moi, mes clients, ils me demandent moins 70 à moins 100% de phyto pour le même rendement technique. Donc, tu imagines le bordel. Et ben voilà, on y arrive, mais que parce que, en fait, on travaille sur le sol, qui est le premier pilier de l'immunité de la plante, et après on travaille sur la stimulation de défense naturelle, et après on fait du biocontrôle. C'est des itinéraires qui économiquement sont soit identiques, soit légèrement plus chers. Par contre, on arrive à taper sur des hauts niveaux de rendement parce qu'on le fait. Mais souvent, ça multiplie un peu les interventions. Voilà. Par exemple, si je mets un stimulateur de défense naturelle avant que mon climat... je sais que mon climat, je vais avoir la maladie potentiellement, où j'ai eu des alertes parce que j'ai mon OAD qui m'a mis un warning. Je vais devoir passer en amont et on passe sur cette question du redox en fait. On en parlera tout à l'heure, je laisserai Baptiste s'exprimer s'il faut là-dessus. C'est quels sont les éléments qui sont prévalents à l'installation de maladies ou même de ravageurs. Et on s'aperçoit que ce n'est pas la question de est-ce que j'ai le pathogène ou pas dans l'environnement, c'est quel est le statut de ma plante. Alors il y a un lien génétique et épigénétique, mais il y a le lien aussi au milieu. Et la question de la résistance de la plante à une maladie est directement liée à son microbiote. Voilà. Mais c'est comme nous, hein. On crée notre immunité dans notre intestin. La question c'est quel est l'intestin de la plante? D'ailleurs il est où l'intestin de la plante? Voilà. Donc en fait vous avez la racine de votre plante, ici. Et en fait, vous avez autour de la racine de votre plante une multiplicité d'organismes qui se développent et la plante leur donne du carbone liquide, des exudats racinaires pour les nourrir. La plante a un appareil digestif externe et elle fait son immunité dans cet appareil. Bon, là on a cheminé tranquillement. Là on a un cœur, mais c'est toujours pas, c'est toujours pas la base de la fertilité. Vous ne m'avez pas mentionné le truc et moi je veux que vous le mentionner parce que tant que vous n'avez pas ça clairement en tête, pour ceux et celles qui ne sont pas forcément à des niveaux assez avancés, si vous n'avez pas ça en tête, vous n'arriverez jamais à concevoir un système de culture correct. Si je n'ai pas de carburant, je n'ai pas de moteur qui marche. Mais d'où vient le carburant? Quelle est la source exclusive de carburant? L'énergie, mais qui vient d'où? Le carbone. Voilà. Donc, j'ai le soleil, mais est-ce que je peux manger du soleil direct? Voilà, j'ai besoin d'un intermédiaire.
Donc cet intermédiaire, c'est le végétal. Le soleil direct sur le sol, ça fait quoi? Bah, voilà. Si vous mettez des UV dans l'eau, vous la désinfectez. Hein. On a des systèmes comme ça. Donc, au final, bah, j'ai les UV qui tapent directement sur le sol, j'ai un problème. Par contre, j'ai un intermédiaire qui s'appelle une plante. Qu'est-ce qu'elle fait, la plante? Voilà. Donc en fait, elle fait quoi, la plante? Elle prend cette énergie. Les photons excitent une partie de cette plante, hein, qui est, vous la connaissez? La chlorophylle. Donc chlorophylle, hein, c'est fabriqué avec en partie du magnésium. Je réduis, en fait je fais monter en charge des électrons sur du fer. Donc déjà magnésium, fer, ça commence à être intéressant. Manganèse aussi. Donc en fait, qu'est-ce que je fais quand la plante elle monte de l'énergie? Elle gagne des électrons. Elle monte en charge électronique et elle utilise ces électrons pour fabriquer de l'ATP qui permet de générer des sucres. Et après, ces sucres, ils font de la matière organique, et cette matière organique, elle est mangée. Et resucre. Et resucre. Et après, la plante, elle fait quoi? Elle mange la merde de tous ces éléments-là pour refabriquer de la biomasse. Et vous avez le cycle du carbone. La question fondamentale, c'est est-ce que dans le système de culture, vous avez suffisamment de ce truc-là? Parce que c'est ça qui amène de l'énergie dans votre système sol. Il n'y a aucune... Il faut la lever, la sonnerie, ça fait 2 fois. Attention, après c'est dehors. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est assez intéressant de voir la fertilité du sol sous l'angle de l'énergie. D'ailleurs, je me pose la question si le fait de l'avoir autrement ne nous induit pas en erreur. J'ai une batterie infinie dans le ciel. Je ne peux pas manger directement l'énergie du soleil, à part avec force méditation, mais c'est très rare, il faut s'y dédier toute une vie, j'en sais rien, mais bon voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, la plante, c'est l'intermédiaire qui permet de capter cette énergie du soleil. Ça monte en charge électronique, donc en fait, vous gagnez des électrons. C'est intéressant de voir que l'électron, c'est une unité qui permet la distribution d'énergie. Qu'est-ce que vous avez dans vos batteries de tracteur, en fait, quand vous démarrez? Des électrons. Et vous avez... Ouais, mais en gros, c'est quand même de l'électronique. Et en gros, vous avez un substrat qui peut se charger en électrons pour les redistribuer. Ben, la plante, c'est pareil. Elle se charge en électrons et elle les met dans des substrats qui sont consommables pour après les redistribuer le long de la chaîne alimentaire. Et je ne vous raconte pas juste une histoire de sciences naturelles. C'est qu'en fait, c'est comme ça que la vie fonctionne. Si vous n'avez pas d'énergie ici, vous n'avez pas de vie. Mais vous, c'est pareil. Hein. Voilà, mais évidemment. On est, je ne sais plus quel agronome disait, on est un... La vie est un courant électrique alimenté par le soleil. Et dans les océans, à votre avis, c'est quoi la base de la chaîne alimentaire? C'est le phytoplancton. Et il fait quoi le phytoplancton? De la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est la base du vivant. Vous n'avez pas de photosynthèse sur Terre, on meurt tous. Et la photosynthèse, c'est l'art de venir capter l'énergie du soleil, de la transformer en électrons pour faire des sucres et ensuite le redistribuer. Donc, pourquoi est-ce qu'on emmerde le monde avec ces couverts végétaux, cette matière organique et compagnie quand on veut faire un système agricole durable? Mais c'est parce qu'un système agricole durable, ce n'est pas des économies de phyto et d'engrais. Ça, c'est des conneries d'écolos, ça. C'est des conneries d'écolos. C'est bien de réduire les phytos, c'est bien de réduire des engrais. Mais ça reste des conneries d'écolos. La vraie base d'une agriculture durable qui permet de durablement se passer de phyto et d'engrais, c'est toujours de rétablir un système vivant au niveau des sols qui permet d'avoir une immunité de la plante qui fonctionne mieux. Mais tant que vous n'avez pas ça, c'est la merde. Alors, ça c'est la théorie, attention, hein, parce qu'après l'établissement de tout ça, et il n'y a pas de monde parfait. Hein. C'est-à-dire quand vous voulez taper 90 quintaux de blé ou 100 quintaux de blé nickel, c'est pas avec juste le système sol que vous allez vous taper ça. Donc il y a des intrants derrière, ok? Mais c'est peut-être d'autres types d'intrants et c'est peut-être un autre agencement pour faire de la performance. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez la brique sol qui ne fonctionne pas, vous n'arriverez à rien. Et vous avez vu que pour que cette brique sol fonctionne, il vous faut du carburant pour faire marcher votre moteur. Et que le carburant pour faire marcher votre moteur, c'est toujours et exclusivement des produits de la photosynthèse. Donc la question fondamentale maintenant qu'il faut vous poser dans vos systèmes de culture, et on a vu qu'un système de culture produisait de la dégradation ou produisait de l'aggradation, c'est est-ce que j'ai suffisamment de rendement photosynthétique qui rentre dans mon sol et qui me permet d'avoir un moteur fonctionnel. Mais dès que vous êtes en déficit de produits de la photosynthèse dans votre sol, vous n'avez plus d'énergie cinétique. Et quand je vous disais qu'on compense de l'énergie biologique trop faible par de l'énergie mécanique, c'est de la réalité.
Et d'ailleurs, tu l'as très bien exprimé, alors c'est rare qu'on l'exprime comme ça, mais quand tu dis « moi je suis agriculteur depuis X », et en fait on a augmenté la puissance des machines, et je vois bien qu'on a augmenté la puissance des machines, c'est qu'à un moment, on ne fait que compenser la faiblesse de biologie, toujours tenter plus, par de la mécanique. Donc si le vrai pivot d'une agriculture durable, c'est une agriculture qui consomme moins d'énergie, moins d'intrants, on doit chercher cette énergie ailleurs, on va la chercher dans le matériel végétal. Et c'est ça le cycle de la vie. Le cycle de la vie, c'est comment l'énergie circule, et dès que ça ne circule plus, dès que l'eau ne circule plus, dès que l'énergie ne circule plus, dès que les minéraux ne circulent plus, dès que le vivant ne circule plus, votre système il se bloque. Donc vous devez travailler, c'est un art de faire en sorte que, tu disais les humeurs circulent, il disait Jean-Yves, mais que finalement cette énergie, ce vivant, cette eau circule au travers de l'ensemble des interfaces du vivant. Dès que vous avez des blocages, ça crée la merde. Et à tous les niveaux d'ailleurs. Au niveau du paysage, j'ai plus mes trames de circulation, ça me coupe tout, la faune, le machin, les pollinisateurs. Au niveau du sol, je crée des espaces de rupture et donc j'ai ma faune qui peut moins circuler, l'eau, etc. Donc tout ça est extrêmement important. Et si vous ne comprenez pas l'importance de la photosynthèse, vous n'arriverez pas à construire un système durable. C'est impossible. Donc finalement, la question des couverts végétaux, pourquoi elle est aussi importante? C'est parce que sans les couverts et les cultures intermédiaires, il est possible que je n'arrive pas à équilibrer ce bilan carbone et il est possible que je n'arrive pas à avoir le moteur que je veux. Et donc on ne peut pas faire rentrer des carrés dans des ronds. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir un moteur puissant si on ne lui donne pas le carburant. Ça ne marche pas. Et si vous ne voulez pas donner le carburant, ben c'est pas grave, vous n'aurez pas le moteur et vous travaillerez autrement. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal pour moi. Après moi, d'un point de vue personnel, je considère que l'agriculture de demain, c'est une agriculture basée sur le génie du végétal. Notre cher Lucien Segui le disait souvent et je pense que c'était une réalité. Donc voilà la base du vivant. D'ailleurs pour ça que toutes les civilisations, le dieu soleil est important. Hein, voilà. Premier Inca, le dieu soleil. Mais c'est bien le soleil qui nous permet de vivre. Donc le soleil, c'est une énergie vibratoire qui se transforme en énergie chimique. Vas-y, tu peux y aller. Voilà, bon vas-y encore, on ne va pas faire de la philosophie. Juste un truc important, c'est que en gros, si vous voulez, nous ce qu'on mange, l'énergie c'est du kilocalorie ou du kilojoule. Ce que mange l'activité biologique, c'est du kilocalorie et du kilojoule. Dans votre carburant, c'est du kilojoule qui est aussi mesuré pour la puissance calorifique de votre carburant. C'est toujours une histoire d'énergie. Donc il y a une notion quantitative. Et ça, je veux être absolument unéquivoque là-dessus. Dans cette notion de carburant, il y a une notion de quantité. Alors il y a une notion de qualité, bien sûr. Bien sûr que la notion de qualité est importante. Mais la notion de quantité est hyper importante. Si vous avez besoin de 2000 kilocalories par jour pour fonctionner convenablement, si je vous en donne 1000, vous ne serez pas en forme. Même si c'est la meilleure bouffe du monde, super écolo, bobo, végie, je sais pas quoi. Hein. Donc la question fondamentale de la quantité est là. Donc on va devoir calculer finalement, qu'est-ce que c'est la quantité dans de la matière organique? C'est de la tonne de matière sèche. Donc déjà il y a un truc super important, c'est combien de tonnes de matière sèche doit manger un sol pour fonctionner. Donc ça c'est cette notion-là. Ensuite vous avez la notion de qualité. Qu'est-ce que ça serait la qualité sur une matière organique? Ben, finalement c'est le rapport C sur N. Donc vous avez ici deux indicateurs à maîtriser sur la qualité de votre carburant. Ben, un, la quantité, combien de tonnes de matière sèche j'introduis dans mon système sol pour qu'il marche. Et le rapport C sur N, c'est-à-dire la quantité de carbone par rapport à la quantité d'azote. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, ben, l'azote est consommé pour pouvoir travailler le carbone. Et donc il y a toujours un équilibre là-dessus qu'il va falloir essayer de rechercher. À votre avis, il faut combien de tonnes de matière sèche pour qu'un sol fonctionne bien et pour que j'ai 2 tonnes de lombric? Il faut savoir combien il mange. Ouais. Non, moi je vais vous donner des ordres de grandeur. À votre avis, il faudrait combien? 20 tonnes. Ouais, entre 15 et 20 tonnes pour que le sol marche bien. Donc c'est-à-dire que vous devez rétrocéder à votre sol entre 15 et 20 tonnes de matière sèche entre les racines, hein, parce qu'attention, on parle des résidus en surface, mais les racines elles poussent aussi. Hein. Donc vous avez quasiment autant de racines que de matériel végétal au-dessus. Hein. Donc par exemple, si vous faites un seigle forestier que vous mettez dans un méthaniseur,
vous avez quand même 8 tonnes de racines qui vont rester dans le sol. Donc vous avez 8 tonnes de matière sèche, vous en avez pris 8 tonnes que vous avez foutu dans le méthaniseur, ou 10 tonnes, enfin je ne sais pas combien tu produis habituellement. Voilà, 10-12 tonnes. Donc dessous vous avez autour d'une dizaine de tonnes de racines qui va se mettre en décomposition. Donc on a déjà une des réponses, ok? Mais imaginez que vous fassiez juste une céréale et que vous restituez les pailles. En plus, c'est des céréales, elles sont de plus en plus courtes. Donc je me retrouve avec ma céréale, je fais 4 tonnes et demie de paille, 4 tonnes et demie de racines, j'ai 9 tonnes de matière sèche. Si j'ai que ça dans cette année-là, je suis à la moitié de mon objectif idéal. Une céréale seule, sans couverts végétaux, c'est la moitié de l'objectif. Vous ne pouvez pas avoir un système fonctionnel, surtout si vous êtes dominé par les cultures d'hiver. Et donc qu'est-ce qui se passe? Blé, orge, colza, blé autour de 9 tonnes de matière sèche, colza autour de 13 tonnes de matière sèche, 12 tonnes, orge autour de 4 tonnes ou 4 tonnes et demie, enfin 9 tonnes de matière sèche aussi. Donc je suis à moitié de l'objectif et j'assois mon système sur combien? 1,2, 1,3% de matière organique. Et donc je rentre dans un système où je ne peux pas fonctionner d'un point de vue biologique. La rotation blé, orge, colza sans couverts végétaux ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, on voit qu'au fur et à mesure les rendements s'effondrent, au fur et à mesure le sol devient de plus en plus compacté, et en plus comme les prix sont pourris aujourd'hui, avec les fluctuations du marché et tous les pays émergents qui commencent à savoir faire, moi je peux vous dire que je vais en Europe de l'Est, ne croyez pas que la France a l'exclusivité du blé de qualité. Hein. C'est mort là, dans les 10 prochaines années, ce qu'on sont en train de faire les Polonais, les machins, on est mort. Je vous le dis, et je suis dur, hein, mais on est mort. Ils ont des sols qui sont comme chez nous il y a 40 ans. Les phytos coûtent 2 fois moins cher, les engrais coûtent 3 fois moins cher, la main-d'œuvre coûte 2 fois moins cher. On est mort. Non mais c'est dur hein, ce que je dis, mais on est mort. La seule chose, c'est que dans 40 ans, ils sont dans la même situation que nous. Ouais, mais ils ont 40 ans. Ouais, mais ils ont 40 ans. Voilà. Voilà. Et je vais vous dire que quand le changement climatique va libérer des terres agricoles en Russie et compagnie, voilà, donc il faut faire très attention aux conjonctures de marché. Ne croyez pas vos coopératives et vos syndicats agricoles, ils sont comme ça. Moi, je travaille à l'international, je travaille pour des grosses entreprises, je vois comment ça se passe. La France, vous savez, le problème de la France, c'est l'orgueil. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, on se croit toujours plus fort que tout le monde et on arrive avec nos pantalons rouges et puis on se fait défoncer en un an, c'est plié, le pays est foutu. Donc c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se croit encore fort, mais je vous garantis que nos corporations nous aveuglent. Moi, je vais vous faire une autre prophétie. Les phytos, on a taillé dedans et on va aller toujours plus loin. C'est quoi le prochain ennemi de la réglementation, à votre avis? Les engrais azotés. Donc si vous n'anticipez pas dans vos stratégies de plan de fertile dès aujourd'hui que les engrais azotés, on va vous en mettre plein la gueule dans 5-6 ans, vous êtes mort. Et vous allez faire quoi dans 5-6 ans? Oh, je ne suis pas content, vous allez jeter des machins dans les préfectures. Mais c'est comme ça, la vie, ça change. Le marché, ça change. Il n'y a aucune entreprise qui ne s'adapte pas à son marché. Voilà, moi j'ai 3 entreprises, tous les jours, je me pose la question de c'est quoi le coup d'après? Parce que si je n'anticipe pas le coup d'après, je suis mort. Il n'y a que les paysans qui croient que pas anticiper le coup d'après, ça va passer. Mais ce n'est pas leur faute. C'est que les syndicats et les corporations font croire aux gens que ça ne va pas bouger. C'est une connerie. Le monde bouge. Donc, si vous réfléchissez à c'est quoi la conjoncture demain avec l'environnement qui va devenir prédominant, les engrais azotés où on va commencer peut-être à mettre des taxes, des machins, et puis on va être de plus en plus restreint, et les pays, notamment l'Europe de l'Est, etc., qui se structurent et qui vont commencer à faire de la cam qui va être aussi bonne que la nôtre, il y a intérêt à bouger. Si vous ne bougez pas, ça va être la merde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un avenir durable. Hein. Moi, l'avenir durable, on va en brosser le tableau aujourd'hui, mais c'est très important de calibrer son système pour demain et pas pour aujourd'hui. Donc, quand on parle de moteur, comment je fais moi aujourd'hui pour aller vers moins d'engrais et moins de phyto chez mes clients? Je suis obligé de travailler sur ça. Obligé. Et en fait, je remplace des phytos et des engrais par des pros ou des prébiotiques. C'est-à-dire que je booste mon moteur microbien pour booster l'immunité de ma plante et sa nutrition, et je travaille avec des stocks de matière organique que j'essaye d'augmenter. Ce qui fait qu'à la place de dire je mets de l'engrais et des phytos, je vais travailler mes flux carbone pour les augmenter, et je vais travailler mon moteur microbien pour les valoriser au mieux et permettre d'avoir une pousse aussi importante avec moins, on va dire, d'intrants classiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'intrants, c'est-à-dire qu'on change de gamme d'intrants. Est-ce qu'on va avoir moins de coûts? Ça dépend. Des fois, je trouve que les fabricants de bio-intrants, ils sont un peu excessifs en matière de marge.
Donc en fait, on se retrouve avec des coûts élevés, non pas parce qu'on ne pourrait pas les avoir un peu écrasés, mais parce que des fois les marges sont importantes. Mais ça va changer, parce que le marché se structure et ça va devenir une commodité. Mais en fait, il va falloir travailler tout ça. Et c'est pour ça que je voulais qu'on aille visiter ton unité, ne serait-ce que pour la voir et en parler. C'est que l'idée aussi, c'est que vous puissiez, vous, demain, avoir vos propres unités de production de pré ou de probiotiques. Et c'est ce qui se fait avec les fermenteurs ou avec les thés de compost, c'est qu'à la ferme, vous allez produire vos micro-organismes et vos propres intrants. Voilà, ça coûte moins cher, mais ça demande du savoir-faire. Voilà, bon. Enfin, ça coûte moins cher. Au démarrage, on a fait que les erreurs, ça coûte un peu cher, mais voilà. Bon, tu peux y aller. Donc, la conclusion finalement de cette séquence, c'est que si vous voulez un système de culture performant, vous devez toujours passer par la plante. Donc, c'est la plante qui convertit l'énergie du soleil, la transforme en carbone et qui recharge le sol en énergie via le vivant. Tu peux passer. Paf. Voilà. Et donc, moi, je vous invite finalement à accepter finalement un fait, c'est qu'en augmentant la fertilité biologique, tu peux cliquer s'il te plaît, comme la fertilité biologique, la capacité à nourrir votre plante, la fertilité chimique et la structure de votre sol sont tous intimement reliés. Si vous voulez avoir moins d'engrais et moins de travail de sol, vous devez augmenter la fertilité bio, vous devez travailler sur l'alimentation carbone de votre système. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien d'y aller. Voilà, et il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal. Si votre système y passe au niveau économique avec les pratiques classiques et que vous ne voulez pas bouger parce que c'est trop risqué, ne le faites pas. Moi je trouve ça dommage et je pense d'un point de vue responsabilité générale vis-à-vis de la biosphère, ça me pose un problème, mais on a tous le libre arbitre et c'est important de le respecter. J'ai vu aucune réussite réelle de quelqu'un qui ne veut pas y aller pour de vrai. Donc c'est soit on veut y aller pour de vrai et on arrête de faire entrer des carrés dans des ronds. Bon, je veux faire du sol vivant, mais les couverts végétaux ça m'embête, donc je vais en faire qu'une année sur deux. Ben non. C'est soit tu y vas à fond et tu vas en récurrence, soit tu n'y vas pas. Parce qu'après tu vas faire des coups, tu vas faire des échecs de rendement, tu vas créer des problèmes. Donc il faut avoir l'envie. Alors, l'envie et la trésor. Oui, mais alors la question de la trésor, elle est plus que nécessaire. Par contre, moi ce que j'essaye de faire, et dans les réseaux, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir du financement de cette transition par des organismes connexes. Alors, c'est sûr que de la trésor, il faut en avoir. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends ces décisions-là trop tard et que tu as zéro trésor ou tu es très faible, c'est compliqué. Parce qu'il y a forcément de la mutation de machines et il suffit que tu aies acheté, enfin moi j'ai vu ça, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, le mec il a acheté parce que le CERF France lui a conseillé, parce qu'il allait machin, bon voilà. Tracteur, herse rotative, l'année précédente. C'était mort. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que dans les années qui arrivent, il n'aura pas le volant de trésor nécessaire et il va se faire chier, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire à ISO parc matériel. Moi, aujourd'hui, par exemple, si tu pars sur du TCS en transition, à ISO parc matériel, tu arrives quand même à faire des trucs intéressants avec les couverts. Mais c'est vrai qu'aller jusqu'au bout de l'histoire avec zéro trésor, c'est compliqué. Mais c'est là où il faut aussi que voilà, les grands groupes, etc., des fois raquent un peu au bassinet, soit par des bons contrats qui permettent de faire la transition, soit peut-être par voilà, des aides diverses et variées qui permettent de... Nous, dans les groupes qu'on a, par exemple, dans les mondes du Lyonnais, Danone paye 70% du matos. Si on revient à nos conjectures, mes chers amis, c'est assez simple de venir réaugmenter l'activité biologique dans vos parcelles. Vous allez penser en termes de ressources, on l'a vu, c'est le moteur. Alors pour les apiculteurs présents, le pollen et le nectar, ça reste le moteur des pollinisateurs et le moteur de tout un tas d'organismes. C'est sûr que dans les paysages agricoles, les plaines de grandes cultures aujourd'hui, la quantité de pollen et de nectar, voilà. Alors des fois on a des monodiètes de tournesol ou des monodiètes de colza, mais bon, grosso modo, c'est quand même pas la panacée. Donc il y a une question de restructuration paysagère qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais que j'aborde avec un certain nombre de clients, qui est importante. Après, vous avez les habitats. Donc les habitats, dans quoi vivent vos organismes du sol? Souvent, ils vivent dans la porosité de votre sol. Donc dès que vous brutalisez trop avec le travail de sol, cette porosité en la recombinant toutes les 5 minutes, c'est compliqué. Par contre, je n'aime pas cette posture de dire tu fais de la betterave et tu fais de la pomme de terre, comment je fais pour avoir un sol vivant? Tu arrêtes la betterave et la pomme de terre. Vous entendez des fois, c'est un peu ça, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est vrai que si vous arrêtez la betterave et la pomme de terre, ça risque de mieux se passer. Mais en même temps, il faut quand même faire de la betterave et de la pomme de terre. Donc comment faire dans des systèmes contraints où en fait on a les chantiers de récolte, etc., qui sont quand même, quoi qu'on en dise, problématiques. Enfin,
on ne peut pas le nier, quoi. À un moment donné, je m'encape une année un peu pluvieuse et puis je vais récolter ma betterave. Merci de ce que je me récupère derrière des fois. Donc c'est là où en fait la question du mécanique dans ces systèmes-là est pas simple. Voilà, du semis direct, sans fissuration, sans rien dans les systèmes avec betterave, pomme de terre, je m'y risque pas encore. Voilà. Tu peux passer s'il te plaît. Voilà, donc ça veut dire quoi? Je vais aller assez brièvement là-dessus. Là, vous avez un système, si on réfléchit par rapport au nouveau concept qu'on a développé ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'ici, on est dans une agriculture qui est raccord avec un rendement photosynthétique élevé? Il manque les chaises longues et puis... Il manque les chaises longues. Il manque l'oued, c'est ça? Donc là, c'est un semis de tournesol. Bon, c'est des photos qui ont été prises par le réseau, je crois que c'est AP32. Mais en gros, c'est les contreforts du Pyrénées, hein, finalement, c'est autour de Toulouse, tout ça. Vous avez ici un système au niveau paysager complètement déstructuré. Enfin, je veux dire, quand est-ce que le tournesol va venir couvrir le sol? Quand? Plus tard. Plus tard, jamais. Jamais. Un maïs à 80 cm, il couvre le sol quand? Jamais. Donc à un moment donné, vous voyez, ça c'est de l'érosion. Vous vous rendez compte ça? J'ai vu ça, alors c'était il y a 2 ans ça. Je passe un hiver, j'étais en voiture. C'est ça quand on voit ça. Et en fait, moi, ça a été le 2e élément déclencheur psychologique. J'étais d'ailleurs dans les Pyrénées, la première fois que j'allais à merde, le truc d'Alain là. Marciac. À Marciac. C'est la première année que j'y allais. Et j'ai fait un voyage d'études. Et j'arrive sur une parcelle, le mec tout dégueulé dans le bas de pente. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, bah il a plu. J'ai fait, oh putain. J'ai dit mais c'est dingue, le mec, il y a sa parcelle qui dégueule par terre et j'allais voir un type en semi-direct depuis 10 ans juste à côté et c'est ça qui, en fait ça, quand j'ai vu ça ce jour-là, tous les compromis de merde que ma formation en ingénieur m'avait donné, je les ai foutus par terre. C'est qu'en fait, il y avait la parcelle qui était un peu en dévers et il y avait la rivière dessous. En amont de la rivière, c'était marron comme ça. Sous la parcelle, c'était cristallin comme dans une bouteille d'eau et en aval de la parcelle, c'était marron. Enfin, l'eau redevenait turbide au fur et à mesure. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la pollution de l'eau, des masses d'eau, était liée au travail de sol et à la gestion des sols, et pas à l'histoire de dire est-ce que j'ai mis de l'engrais ou pas. Oui, évidemment, quand je mets trop d'engrais, je pollue. Oui, évidemment, quand je mets trop de phyto, je pollue. Mais il y a une question, en fait, derrière de est-ce que mon sol est une interface d'épuration qui est fonctionnelle ou pas? Là, mon sol, il n'est pas une interface d'épuration fonctionnelle. Là, mon sol, c'est une putain de machine à tout polluer. Ça, c'est une culture d'hiver implantée avec beaucoup de travail de sol. Et je reviens sur ce que tu as dit. Moi, j'ai des mecs qui m'ont dit « Ah, Sébastien, je t'ai écouté, j'ai pas fait de labour. » Il a fait 2 passages de fissurateur et un passage des chômeurs et la herse rotative. Ah, il a pas fait de labour. Il m'a dit « J'ai pas fait de labour et ça a fait de l'érosion. » Je dis « Ben, t'es con ou quoi? Enfin, tu as vu le niveau de perturbation que tu as appliqué à ta parcelle. » Donc, la question du labour, moi, j'aime pas cette stigmatisation du labour. La question, c'est pas le labour, la question c'est est-ce que j'ai complètement déstructuré ma microporosité ou est-ce que j'en ai gardé? Donc ça c'est pour vous montrer quoi? C'est pour vous montrer qu'en fait, quand j'implante une culture d'hiver, même si elle couvre le sol, entre guillemets, elle ne couvre pas le sol. C'est-à-dire que là, vous avez votre céréale, et ça je le vois tous les hivers, alors là on est dans les monts du Lyonnais, donc on a du dévers, hein, voilà. Mais ça c'est, je crois que c'est ma base de données la plus lourde sur mon ordinateur en photo, c'est ça. Donc en fait, la question de la biomasse et de votre relation au végétal est hyper importante. Et quand je dis relation au végétal, c'est une vraie relation. C'est pas parce que ça crie pas, ça chie pas et ça fait pas des petits veaux que c'est pas vivant, quoi. C'est quoi votre relation au végétal? Et je me permets d'aller loin là-dedans parce que je suis pas avec une assemblée classique, donc je suis pas obligé de rester dans une norme scientifique normée parce que sinon je parais ésotérique. Votre relation au vivant est importante. Et ça relie la spiritualité pour moi. C'est-à-dire que derrière une plante, il y a une conscience, il y a un esprit, c'est pas anodin. Donc, à un moment donné, la relation au vivant que vous avez est importante. C'est quoi la relation au vivant? Et en fait, quand vous respectez ce cycle fondamental de la circulation de l'énergie dans la biosphère, ben vous commencez à vous reconnecter aux fondamentaux de la vie. Et moi je peux vous dire que l'état d'esprit d'un paysan entre l'agriculture industrielle normée, où en fait on met bout à bout des intrants, hein, parce que c'est ça aujourd'hui, hein.
C'est quoi l'agriculture aujourd'hui? Ben, je prends de la semence certifiée, je prends de l'engrais normé, norme NFU, je sais pas quoi, je prends des phytos avec une AMM bidule, et puis je fais plus, et ça sort une patate, une betterave ou du blé. Enfin, on a une relation qui est devenue tellement intellectuelle au vivant qu'on oublie même que c'est vivant, à certains égards. C'est quand même terrible. Donc, la question de la relation au vivant dans cette agriculture est très importante. Et en fait, la seule manière d'accepter le coût du changement, c'est de comprendre qu'en fait, on se relie de nouveau au vivant et on a une motivation interne qui est une motivation qui est liée à la conscience des choses et non pas juste économique. Voilà, si vous voulez regarder l'économie pure, bah déjà vous y gagnez avec ça, c'est sûr, mais vous y gagnez dans un second temps quand vous avez réussi. Donc il y a un passage un peu initiatique d'acquisition de compétences, de calage technique, de nouvelles machines, de compréhension de ces concepts et de les appréhender au champ. Et en fait, ce passage-là, vous ne le faites que si vous comprenez qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes déconnecté par rapport à comment vit mon végétal. Et alors, c'est marrant parce qu'un éleveur, il a une relation assez bête quand même, où il ne peut pas trop être décalé par rapport, parce que ça vit, ça bugle, ça souffre. Et ça souffre et ça vit, hein, un végétal, c'est pareil. Hein. Donc il faut lui donner à manger, etc. Donc à un moment donné, il y a cette question-là qui est fondamentale. Je n'aborde pas forcément ça dans toutes les assemblées, mais je sais que vous pouvez l'écouter. La relation au vivant est vraiment importante. Voilà. En fait, le moteur, regardez, parce que là, je vois, comme si on veut aller sur le terrain cet après-midi, on ne va pas trop revenir en salle, donc je vous fais un petit topo rapide. Vous avez ici le rapport C sur N des matières organiques fraîches. Ok ? Ça, c'est hyper important à maîtriser. C'est pour régler le carburateur. Donc vous avez, votre moteur de sol ici, qui est faible. C'est un moteur bactérien strict. Pourquoi vous avez habituellement un moteur bactérien strict? C'est parce que engrais azoté, travail de sol. Donc le champignon, il ne peut pas s'installer. Et le lombric, s'il est faible, vous avez un moteur bidon. Comment vous faites pour arriver à un moteur microbien où en fait la bactérie et le champignon sont plus équilibrés et vous avez du ver de terre? Ben forcément, vous avez compris qu'il y a une notion de quantité. Donc vous allez augmenter la quantité de matière sèche. Vous allez passer en moyenne dans vos systèmes où vous tournez environ à 7-8 tonnes de matière sèche par hectare et par an, quand vous ne travaillez pas les couverts et tout ça. Et vous allez passer sur un système plus proche de ce que fait Grégoire. Et si en plus vous n'avez pas de méthaniseur, vous allez avoir encore plus de matière sèche. Parce que finalement, Grégoire, il est obligé d'exporter de la matière aujourd'hui. Et donc vous allez passer à un système plutôt autour de 12-13 tonnes de matière sèche, ça c'est assez facile. Taper sur du 15-16 tonnes de matière sèche sans changer fondamentalement votre rotation, ça va être compliqué. Mais déjà, si vous passez de 7 à 12-13, ça sera déjà pas mal. Donc ça veut dire couverts végétaux systématiques, recombinaison un peu de la rotation, etc. mais léger. Et vous allez travailler aussi le rapport C sur N, c'est-à-dire la qualité de vos matières. Comment vous travaillez le rapport C sur N d'un couvert, à votre avis? Vous avez, on va dire, vous avez 3 grands types de plantes. Vous avez les légumineuses, vous avez les graminées et vous avez les crucifères. Ok? Donc, à votre avis, qu'est-ce qui a le rapport C sur N le plus faible? C'est-à-dire, qu'est-ce qui contient le plus d'azote dans ces plantes? Voilà, donc là, vous avez plus l'azote plus. Donc le C sur N, il va tourner autour de 8 à 10 maximum. Et les graminées et les crucifères, elles, sont plus riches en carbone. Donc vous avez les graminées qui peuvent taper sur des C sur N qui peuvent, bon an, mal an, aller jusqu'à, je sais pas, 12, 18, même jusqu'à 20, voire un peu plus en fonction du degré de maturité. Mon seigle, je l'enfouis à ça, ou mon seigle, je le mets à floraison établie comme ça, à votre avis, le rapport C sur N, il est plus élevé ou plus faible quand il est comme ça? Il est plus faible. Donc en fait, vous voyez que le degré de maturité, en fait, le degré de lignification, de lignification et de carbone dans une plante est toujours lié à son degré de maturité. C'est pareil pour une moutarde. Ouais. La fertilité biologique, et quand justement on a un niveau de fertilité biologique dans le sol qui est faible, avec parfois des stocks de matières organiques. Ouais. Et moi j'ai remarqué quand même qu'on est obligé de ramener souvent des matières organiques jeunes pour emmener de la fertilité biologique, parce que quand la matière organique est importante dans le sol, c'est parce qu'on a une fertilité biologique qui est faible. Ouais. Et quand on injecte justement des engrais verts jeunes, de la matière organique colloïdale jeune, moi j'ai remarqué quand même qu'après, on a une baisse pour 7-10 ans de la matière organique du sol, mais oui. On a plus de fertilité biologique. Oui, mais alors, c'est exactement ça, et c'est là où en fait il faut sortir de l'idéologie,
quand je vous dis qu'il y a une idéologie de l'agronomie où je mets que de la lignine ou des autres on met que des trucs, en fait il faut être ni dans l'un ni dans l'autre, il faut s'adapter à votre sol. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait ça traite de ce rapport C sur N. C'est quoi le rapport C sur N? C'est le carburateur de votre sol. C'est quoi le rapport C sur N d'une matière organique qui booste un peu et qui est bonne? Vous le savez? C'est quoi alors? Allez-y. Ça tournerait sur quoi? Si vous faites une analyse de rapport C sur N de la matière organique d'un sol, c'est quoi l'écart type que vous avez? Alors, c'est plutôt entre 8 et 14, on va dire, ok, dans un sol. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez apporter de la matière organique fraîche, avec un C sur N de X, qui va se transformer. Ça veut dire qu'en fait, vous, dans votre carburateur du sol, il faut que vous soyez à peu près ici. Vous pouvez éventuellement vous décaler ici, si vous avez plus de champignons et de lombriques, notamment dans votre sol. Mais vous ne pouvez pas monter à un C sur N de 25. Là, c'est que vous commencez à être dans un sol qui va être bloqué. Ok? Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est essayer d'être plutôt dans cet écart type-là, avec une bonne activité biologique. Donc, ce qui est important, ça je reviendrai tout à l'heure, vous avez une faible activité biologique ici. Il va falloir l'alimenter, l'agrémenter. Donc déjà, vous allez commencer à restarter votre activité biologique qui n'est pas capable de manger de la matière organique trop dure. Si vous avez que des bactéries, la bactérie elle est calibrée sur un C sur N autour de 12. C'est-à-dire que dès que votre matière organique que vous introduisez dans votre sol excède 12 en C sur N, la bactérie va commencer à pomper de l'azote du sol pour pouvoir dégrader le carbone. La bactérie, c'est typiquement un organisme qui ne relargue que très peu l'azote, sauf quand elle meurt. Donc si vous avez des chaînes alimentaires dans votre sol qui sont courtes, avec que de la microbio, parce que vous abîmez trop votre sol, et que de la microbio de type bactérie, en fait votre sol il n'est pas calibré pour manger beaucoup de carbone. Donc il va falloir commencer à l'alimenter avec des couverts végétaux, avec des C sur N équilibrés. Ça serait quoi une typologie de couverts végétaux avec un C sur N équilibré par exemple? Si je prends un couvert végétal d'hiver par exemple. Un tiers de légumineuses, un tiers de graminées, un tiers de crucifères. Par exemple, ou alors plus simple et pas cher. Alors, ah non, alors moi la moutarde, enfin on va peut-être... Moi les crucifères, c'est une plante qui ne mycorhize pas, ou peu, et c'est une plante qui a un décalage de maturité par rapport aux autres. Donc dès qu'on commence à la mixer, la crucifère, elle fait des trous et elle salit. Donc ça dépend quel type de crucifère, mais moi j'en mets jamais plus qu'une dizaine de pourcents, parce qu'après, 10-15%, parce qu'après je me retrouve avec des trous dans mon couvert, et mon couvert il doit pouvoir se développer convenablement. Sauf si on est sur des intercultures courtes, où là, en fait, j'ai pas trop de décalage. Mais si par exemple je fais un triticale pois moutarde, et que j'ai beaucoup de moutarde dedans, qu'est-ce qui se passe en sortie hiver? Ben, ma moutarde elle est comme ça, j'ai pas assez d'autres plantes pour pouvoir faire la maille, et puis j'ai des trous dans mon couvert et ça me fait chier. Donc en fait je vais plutôt me dire par exemple, si je fais un triticale pois, un truc simple, 50-50, j'ai un C sur N équilibré, j'ai une plante qui va faire un gros couvert et qui va commencer à digérer convenablement en sortie hiver, après quand je vais la casser pour mettre une culture de printemps par exemple. Bon. Effectivement, quand on a beaucoup de matière organique dans le sol ou de restituts végétaux, ouais. Si la restitution végétale est très avancée en maturité, elle va avoir beaucoup de mal à se dégrader, donc ouais. Elle va consommer beaucoup d'azote. C'est ça. On a vu des déficits d'azote en reliquat, on s'attendait à trouver des reliquats. Ouais. Et alors qu'il n'y en avait pas. Parce qu'on a demandé un gros stock d'azote pour dégrader la matière organique. Et alors, je rejoins un truc vachement important dans la transition, c'est que quand je commence à faire ça et que je commence à augmenter le carbone dans mes restitutions, mon sol il n'est pas adapté et le temps que mes champignons et mes vers de terre reviennent, qu'est-ce que je dois faire si je ne veux pas perdre de rendement? Surfertiliser. Et si tu surfertilises pas, tu n'arrives pas à lancer ton cycle d'autofertilité. Et donc les 2 ans sont cruciaux quand je pars avec un système un peu par terre en fait. Les 2 premières années sont cruciales. Surfertilisation, un peu, plus 15, plus 20% en fonction de là où je suis. Plus précoce, parce qu'en fait j'ai un décalage. C'est-à-dire qu'en fait quand je commence à manger ma matière organique, j'immobilise de l'azote. Donc il faut que je vienne plus tôt. Donc je prends un exemple, en semis direct de maïs, moi toute la fertie c'est au semis.
J'arrête de splitter la fertilisation parce qu'en fait je sais qu'il faut que je mange ces unités d'azote avant le relargage. Alors, moi j'ai levé un peu le pied dans ce domaine-là, Ouais. parce qu'en année sèche, c'est catastrophique. Ah non mais ça c'est sûr. Mais en fait, de toute façon, la fertilisation azotée doit toujours être liée au régime hydrique derrière. Hein. Enfin, je veux dire, c'est sûr, hein. C'est clair. Et, on s'en est aperçu l'année dernière dans un semi-direct sur Streptil en maïs, où on avait un maïs qui végétait un peu, sauf à l'endroit où on remontait le semoir à la fin. Et en fait, quand on remontait le semoir, l'engrais se retrouvait en surface au lieu d'être dans le sol sur les derniers mètres. Et à cet endroit-là, on avait du maïs qui était comme ça, et le reste de la parcelle, il était comme ça. Et parce qu'il n'a pas été valorisé. Oui, parce que l'azote n'était pas au contact des racines, parce que quand le fertiliseur remontait, l'engrais finissait au-dessus, alors que le semoir il sortait un tout petit peu plus loin. Et donc, on avait un maïs qui était bien. Ouais, tout à fait. Donc, mais c'est pas lié à la question de l'engrais, c'est lié au fait que le positionnement de l'engrais s'est fait à un endroit où il n'a pas été valorisé. Oui, tout à fait, je suis d'accord, mais c'est aussi lié au fait que l'engrais dans un sol sec vient retenir en fait la fraction humide du sol qui n'est plus disponible à la plante et qui n'arrive plus à se développer derrière. Non mais ça c'est sûr, hein, mais de toute façon après on... Donc nous, on a revu un peu nos méthodes cette année, et en fait j'apporte grosso modo un tiers à la moitié au SMI, et je reviens avec une partie... Et tu reviens assez tôt quand même. Assez tôt. Et voilà. Non mais en fait le principe est vrai, c'est-à-dire qu'en fait tu ne vas pas revenir comme les gens disent au stade limite passage tracteur, parce que sinon ils te disent de revenir à 6-7 feuilles. C'est beaucoup trop tard. Donc, ce que tu dis, je l'entends, mais en fait, au final, tu dois quand même venir plus tôt parce que tu as une immobilisation et un relargage qui est plus lent. Donc, c'est là où, en fait, vous voyez bien que déjà, on a touché à plusieurs manettes. On a touché à la quantité de matière sèche et au type de couvert, on a touché à la fertilisation qui doit changer. Et en fait, il faut faire tout bouger en même temps pour arriver à la réussite de la transition. Et je comprends que tu dises que ça semble risqué, parce qu'effectivement, quand tu changes tout à la fois, il faut le faire sur des petites surfaces pour ne pas se planter, c'est pour ça. Et quand tu dis je ne veux pas le faire sur 30 hectares, je comprends, mais il n'y a pas de frein à le faire sur 2. Et en fait, si tu ne commences pas sur 2, tu ne le feras jamais sur 20. Et en fait, il faut se mettre un peu comme si tu avais un pôle de R&D sur ta ferme, tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment, tu te dis, bon, sur 2 hectares, je vais au bout du truc, et si je foire tout, c'est pas grave. Et puis quand tu iras au bar avec les copains, tu en rigoleras. Ou tu rigoleras jaune. Alors le C/N des crucifères, en fait, c'est celui qui peut aller le plus haut, hein, vous pouvez monter à 25, mais vous voyez bien la crucifère en fin de cycle, hein, ça fait une tige dure. Donc voilà, après ça c'est des standards, mais je veux dire ça varie hein, en fonction du stade de destruction et tout ça. Retenez que vous êtes entre 8 et 25 pour les couverts. Moutarde à floraison, crucifère à floraison, on est à combien de C/N? Bon, on doit être entre, je pense, 20 et 25, un truc comme ça. Déjà? Ouais, peut-être un peu avant, j'ai pas tout, mais grosso modo, c'est sûr que tu arrives à 25-30 quand ça se lignifie bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, tu prends un blé à maturité, ta chaume. Le C/N, il est quasiment à 100, quoi. Voilà. Donc tu vois la lignification. Voilà. Et donc on en revient à quelque chose de fondamental, c'est votre carburant du sol. C'est toujours de la lignine, de la cellulose, et puis après des sucres et des composés solubles. Et donc, c'est important pour vous de savoir estimer à l'œil nu qu'est-ce qui relève de la lignine, qu'est-ce qui relève de la cellulose ou qu'est-ce qui relève des sucres. Tout simplement parce que la lignine va donner de l'humus et va nourrir notamment les vers de terre et les champignons qui sont essentiels. Donc il faut de la lignine, il faut qu'il y ait de la lignine qui rentre quand même dans le système. Et la cellulose va plutôt nourrir les bactéries, et en partie les champignons et les vers de terre, pour être minéralisés quasiment dans l'année et donner les éléments nutritifs, le NPK et compagnie qu'on connaît. Et puis les sucres et composés solubles, c'est finalement le contenu de sève, etc. Et donc au final, si vous voulez augmenter la matière organique, il faut créer de l'humus, qui va être minéralisé par la suite. Et donc ça, ce transfert-là, en humus, c'est ce qu'on appelle le rendement isohumique, mais moi j'appelle ça le rendement humus, c'est plus simple, des matières organiques. Et donc, pourquoi est-ce que j'utilise, et pourquoi on utilise la matière sèche
comme unité pour dire est-ce que je mets assez de carbone ou pas dans mon sol, c'est qu'en fait, à part pour le compost, plus j'ai le C sur N élevé, plus j'aurai de tonnage de matière sèche. Parce que qu'est-ce qui pèse? C'est le carbone. Donc plus j'ai de carbone, plus j'ai de poids. Le seul truc où c'est un peu bizarre, c'est le compost. Parce que le compost, j'ai cramé toute ma cellulose, donc j'ai que finalement mon produit résiduaire qui aurait dû être mon humus, mais je l'ai fait à l'extérieur du sol. Et quand je l'apporte dans la parcelle, au final, j'ai beaucoup de carbone immobilisé dedans. Et bizarrement, cette adéquation entre la matière sèche et le C sur N n'est pas faite. Et c'est pareil pour les couverts de légumineuses pures aussi. Entre un couvert qui fait 2 tonnes de matière sèche ou 4 tonnes de matière sèche, en légumineuse, le C sur N ne va pas varier. Donc on a une décorrélation dans certains cas, mais dans 80% des cas, plus j'ai de matière sèche, plus j'ai de C sur N. Donc c'est assez intéressant. Et donc ça veut dire qu'en gros, si vous venez vous donner comme objectif de faire au moins 15 tonnes de matière sèche par hectare et par an, ben vous allez forcément devoir travailler au fur et à mesure avec des C sur N qui ne sont pas trop dégueulasses et pas trop faibles. Donc, c'est pour ça que si je vous dis calibrez votre raisonnement autour du carbone dans vos parcelles avec le C sur N, vous allez vous emmêler les pinceaux parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça devient un enfer. Par contre, si on se dit je regarde le quantitatif et au travers du quantitatif, forcément, je vais devoir gérer différemment mon C sur N, bah, il suffit que vous disiez comment je fais pour apporter à minima 15 tonnes de matière sèche dans ma rotation. Et ça, c'est assez simple et je finirai là-dessus. Ça, c'est le rapport C sur N et le temps de décomposition des différentes espèces de couverts. Vous voyez ici les mélanges de légumineuses qui ont le C sur N le plus bas et qui se décomposent très vite. Et vous avez ici, par exemple, la moutarde ou le tournesol, qui sont le C sur N le plus élevé, qui va monter jusqu'à 25-30 éventuellement, et qui va être le plus long. Et vous voyez bien que la durée de séjour des résidus est toujours liée à la quantité de carbone, parce que c'est le carbone qui est le plus long à dégrader. Mais plus vous avez d'azote dans votre système, plus le carbone est facile à dégrader. Donc vous voyez, ce moteur C sur N du sol est super important. C'est comme ça qu'on règle le carburateur. Donc si vous voulez que votre bagnole soit une voiture de course, il faut régler le carburateur C sur N de façon un peu efficace. C'est le lien entre le cycle du carbone et la fertilité, et vous avez fait le lien entre qu'est-ce que j'alimente, pourquoi mon moteur il fonctionne comme ceci ou comme cela et comment je fais pour avoir de la marge de manœuvre, et que déjà si vous avez ça en tête, vous allez vivre différemment la relation avec le végétal sur vos parcelles. Bon, je vais aller là-dessus vite avant qu'on mange parce que sinon on ne s'en sort pas. En gros, c'est ce que je vous exprimais, matière sèche, humus. Votre bilan humique, il faut l'équilibrer. On va viser ces fameuses 15 tonnes de matière sèche, tu peux y aller. Encore une fois, voilà. Donc, première chose pour estimer la quantité de matière sèche que vous introduisez dans votre système. Ben, la part racinaire et la part foliaire que vous restituez. Donc, moi, je vous donne une règle que je trouve intéressante, c'est la règle des 50-50. Si je produis 3 tonnes de matière sèche avec un couvert au-dessus, ça veut dire que je produis 3 tonnes de racines, j'enfouis le tout dans mon sol, ça me fait 6 tonnes. Ok? Allez, tu peux passer. Donc là, vous avez une abaque où vous avez la quantité de matière sèche produite en fonction de la densité de votre couvert, en fonction du type de couvert, est-ce que c'est des plantes vertes et tendres ou ligneuses et rigides, et en fonction de la hauteur. C'est les 3 caractéristiques qui vous permettent à l'œil nu, de vous dire combien j'ai produit de matière sèche. Donc si je fais un couvert, par exemple la betterave c'est une plante que je sème très tôt, donc au final la capacité de mon couvert à exprimer de la biomasse est assez faible, et il faut quand même que je trouve le meilleur compromis. Et donc par exemple je vais faire un couvert. Souvent les couverts réussis avant betterave, c'est des couverts qui vont être entre le genou et la hanche, quoi. Donc vous allez faire en fait autour de entre 3 tonnes de matière sèche sur ce type de couvert. Donc là ça veut dire qu'avant votre betterave vous avez fait 3 tonnes dessus, 3 tonnes dessous, 6 tonnes. Et après ben, vous avez fait votre betterave durant l'année, vous la récoltez. Et après vous allez vous dire qu'est-ce que produit ma betterave comme matière sèche. Donc, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez dire? Si la betterave à la destruction, c'est plutôt une plante, plante verte et tendre. Ouais. Donc, on est à quoi? On arrive au mollet. Voilà. Et donc, si c'est plutôt entre le AC et le peu dense, donc ça fait 1 tonne. Par contre, vous laissez les coller. Vous laissez une partie de la matière. Vous estimez à combien la matière que vous laissez? Pas grand-chose quand on enlève la racine. Peut-être 1 tonne.
Matière sèche. Ouais. Donc ça ferait 1 tonne et 1 tonne, 2 tonnes. Donc ça veut dire avec une betterave où j'ai fait un couvert et que j'ai réussi mon couvert, j'ai fait à peu près, j'ai fait 7 tonnes, 7-8 tonnes. Donc vous imaginez qu'une betterave sans couvert avant, vous imaginez l'année de disette quoi. C'est une année de disette. Ça peut pas marcher, vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas mettre les carrés dans des ronds. Donc déjà avec le couvert réussi, c'est pas terrible, alors vous imaginez s'il n'y a pas de couvert. Et en plus je me fais un chantier de récolte de merde où je fracasse mes sols, bah merci quoi. Donc là, comment vous voulez que la biologie fonctionne? Ça ne peut pas marcher. Maintenant je vais faire, avant un maïs, un gros couvert de type métail protéagineux. Et je vais plutôt partir sur une grosse interculture d'hiver que je vais planter fin septembre ou mi-septembre selon quand est-ce que les pluies arrivent. Et je vais faire par exemple un triticale, pois, vesse, pas trop cher, avec au moins 50% de légumineuses parce qu'en fait je sais que mon maïs c'est une plante qui a besoin d'azote et donc je vais le faire venir et je vais le détruire le plus tard possible et donc ça va me faire une masse souvent qui va arriver ici si je ne suis pas mauvais, entre là et là. Donc je vais faire grosso modo soit 6 tonnes, soit 4 tonnes 5, allez on va dire 5 tonnes de matière sèche avec ce gros couvert de type métail protéagineux et donc je me fais 5 tonnes dessus, 5 tonnes dessous, ça fait déjà 10 tonnes de matière sèche et après je plante mon maïs et si c'est un maïs en silage que j'exporte tout, ben, je vais peut-être laisser 8 tonnes de racines de maïs donc déjà je suis à 18 tonnes. Si je fais un maïs graine, c'est quand même une super plante le maïs, ça fait une quantité de matière sèche terrible, ben, je vais faire 8 tonnes et 8 tonnes, ça veut dire que je vais faire 16 tonnes de matière sèche avec mon maïs et je vais faire derrière 10 tonnes, ça fait 26 tonnes. Après la difficulté du maïs, pourquoi est-ce qu'avec un maïs j'arrive pas à faire beaucoup de matière organique, c'est que souvent je vais l'irriguer, c'est peut-être pas votre cas, mais si c'est votre cas, en fait l'irrigation fabrique une sorte de système tropical où en fait je déstocke du carbone à mort l'été. Et donc au final, ben, mon bilan humique, j'ai une sortie une minéralisation qui est plus importante. Mais globalement, vous voyez comment on peut équilibrer. Et c'est comme ça que vous comptabilisez combien vous apportez sur l'année. Et donc au final, vous allez cumuler tout ça. Vous allez cumuler finalement la biomasse végétale aérienne et racinaire. Et vous comptez tout. Les intercultures, vous allez compter vos cultures. Et vous allez arriver à sommer la quantité de matière sèche et vous pouvez rajouter aussi les fumiers ou le bois que vous mettez. Par exemple, 1 cm de BRF, ça fait 40 tonnes de matière sèche, 30-40 tonnes de matière sèche. Non, de matière brute, donc 20 tonnes de matière sèche. Donc c'est-à-dire qu'avec 1 cm de BRF, vous nourrissez votre sol pour l'année, avec 1 ou 2 cm. Okay ? Donc ça veut dire que ça peut être vachement intéressant de temps en temps ou pour starter une parcelle de venir apporter du bois. Mais il faut le mettre en surface, il ne faut pas le labourer. Il faut le laisser en surface pour pas qu'il vous fasse de fin d'azote. Parce que quand la fin d'azote elle arrive, quand vous mélangez. Mais si vous ne mélangez pas, que vous laissez en surface, l'ombric va venir le manger, les processus vont se faire en surface en aérien. On a une catégorie d'organismes dont on n'a pas parlé, c'est les bactéries fixatrices d'azote libre, mais par contre ça travaille sur la litière. Donc on ne peut pas enfouir du bois parce que derrière, ça va faire que de la fin d'azote. Donc il faut le faire qu'en surface et à l'automne, jamais au printemps. Enfin jamais, en tout cas à l'automne. Donc ça c'est un exercice qu'on fera peut-être au champ tout à l'heure de tête. Et c'est une méthode qui est hyper simple à faire. Moi je fais des bilans humiques en 5 minutes maintenant avec ça. Et ça c'est utilisable par un paysan. Parce que faire un logiciel en entrant les K1, les K2, les trucs, les bidules, c'est de la merde. Personne n'utilise ça. C'est pour la recherche. Donc là, si vous vous dites, mon objectif c'est entre 15 et 20 tonnes, vous faites votre rotation, vous réfléchissez à la restitution racinaire et machin avec la bague que je vous ai donnée, c'est fini. En 10 minutes sur un coin de table avec un stylo sans calculatrice, vous savez si vous êtes in ou out. Et c'est ça qu'il faut. Voilà, bah, écoutez, c'est fini pour ce matin. Merci à tous, et puis on mange. Merci.